Bienvenue dans 24 heures week-end, l'info en question. Au menu ce soir, les premières heures de vacances pour Emmanuel Macron. Quel est le programme pour le président? On en parle dans un instant. On parlera aussi des congés des ministres qui doivent rester proches de Paris et joignables, vous le verrez. Et puis comme chaque samedi, on reviendra sur les actus qui ont marqué la semaine. La canicule, est-on prêt à affronter de telles chaleurs? La rixe entre les rappeurs Booba et Karis, la sanction est-elle trop sévère? On posera la question à nos invités. Enfin, on se penchera sur la déception des associations face à la loi contre les violences sexuelles. Mais tout de suite, je vous présente mes invités. Et on en parle donc avec mes invités. Florian Silnicki, fondateur de l'agence La Frenchcom. Erwan Lestron, directeur d'études au département opinion à l'Institut BVA. Olivier Simulière, fondateur de l'agence de conseil heuristique communication. Et puis Dominique Jamet, journaliste et écrivain. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous ce samedi soir. C'est donc le premier jour des vacances pour Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte. On l'a vu, il passe 2 semaines au fort de Brégançon. Des vacances studieuses dans un premier temps avec la venue de la première ministre britannique hier soir pour parler du Brexit. Mais pour le reste, finalement, on en sait assez peu sur le programme des 2 prochaines semaines. On va faire le point, en tout cas, sur les premières heures de vacances d'Emmanuel Macron avec ce sujet d'Isabelle Thor. À peine arrivé, Emmanuel Macron reçoit Theresa May. C'est la première ministre britannique qui a souhaité cette rencontre. Une réunion de travail sur les difficultés de la Grande-Bretagne à trouver un accord avec l'Union européenne sur le Brexit, suivi d'un dîner à 4 avec Brigitte Macron et Philippe May. Des rencontres diplomatiques à Brégançon, il y en aura d'autres. Emmanuel Macron souhaite en effet réinvestir cette bâtisse du XVIIe siècle. Des travaux de rénovation ont été faits, électricité, peinture, cuisine. On a aussi beaucoup parlé de cette piscine à l'abri des regards, hors sol et démontable. 34 000 €, moins cher, rétorque l'Élysée, que la sécurisation de la plage pendant 15 jours avec 11 gendarmes. Ce ne sera pas complètement des vacances, je pense, mais j'espère qu'il va se reposer. Des vacances au calme et studieuses, souligne son entourage. Qu'il en profite bien, qu'il reprenne des vitamines, là. Parce que ça va être bouillant à la rentrée. Je pense qu'il va y avoir de gros mouvements. En attendant la rentrée, rien d'inscrit dans l'agenda présidentiel, même si une petite sortie à Bormes-les-Mimosas n'est pas à exclure. Et on va aller retrouver Bastien Auger sur place. Bastien, on sait que Brigitte Macron, elle s'est accordée une petite sortie à Bormes-les-Mimosas, justement, avec Philippe May, le mari de Theresa May, la première ministre britannique. Mais vous nous le confirmez, toujours pas de signe d'Emmanuel Macron? Non, depuis hier, depuis cette rencontre avec Theresa May, depuis que le président de la République est arrivé, pas d'informations. L'Élysée ne communique très peu sur le programme d'Emmanuel Macron. Pas de visite publique, oui, nous dit-on, éventuellement un programme privé, mais on n'en sait pas plus. La seule chose qu'on nous dit, c'est que le président de la République va continuer à travailler pendant ses vacances. L'entourage d'Emmanuel Macron, visiblement soucieux de ne pas donner l'image d'un président qui se relâche pendant ses vacances. Pour le reste, visite ou pas visite, bain de foule ou pas bain de foule, beaucoup de spéculations donc, mais peu d'informations, personne ne sait rien, ni les journalistes, ni les quelques touristes curieux qui s'approchent du fort de Brégançon pour tenter d'apercevoir Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, les seuls qui l'ont aperçu, ce sont ces quelques personnes qui sont venues l'accueillir hier à son arrivée, qui ont eu droit à un rapide salut d'Emmanuel Macron, la fenêtre ouverte dans sa voiture. Merci beaucoup Bastien Auger avec Frédéric Roth pour toutes ces précisions. Vous nous faites signe évidemment si Emmanuel Macron décide de sortir du fort dans les prochaines heures. C'est toujours un exercice un peu périlleux ces vacances pour le président. Il faut faire attention à son image, au moindre faux pas, même pendant la période estivale. Bien sûr, les présidents de la République, ils ont besoin d'ailleurs d'envoyer régulièrement des cartes postales aux Français pour se rappeler à eux. Emmanuel Macron, il est dans une séquence très négative et donc ces vacances, il va chercher à stabiliser son image pour mieux entamer une rentrée où il va vouloir reconstruire et récupérer l'opinion publique à ses côtés. Il ne faut pas ici, avec ces vacances, que sa cote de popularité soit de nouveau abîmée et donc il va chercher à envoyer des messages positifs, populaires, rassembleurs et Bormes-les-Mimosas, c'est là où aller à la messe Jacques Chirac, c'est sans doute l'un des premiers signes. D'accord avec ça ?
Ça a toujours été un exercice médiatique pour les présidents, enfin surtout depuis Giscard d'Estaing, qui avait été parmi les premiers à utiliser beaucoup la télévision. On le voyait au ski, on le voyait jouer au football, etc. Là, ça devient effectivement plus subtil à gérer parce qu'il y a cette hyper-médiatisation. Il y a des chaînes info qui sont là tout le temps, mais il y a aussi les gens autour qui ont des smartphones, qui veulent avoir une photo. C'est un petit peu comme la chasse à la rockstar. Est-ce qu'elle sort de son hôtel ou pas? Là, on est un peu dans la même situation. Et effectivement, pour Emmanuel Macron, au-delà des enjeux d'image, de réputation dans les sondages, c'est de ne pas être pris en mauvaise posture, comme c'était arrivé à Jacques Chirac, par exemple, où il était dans le plus simple appareil, ou François Hollande. François Hollande, qui avait d'ailleurs après connu une chute dans les sondages. On l'avait vu peut-être un peu trop désinvolte, en short et t-shirt. Mais ça veut dire quoi d'ailleurs? Pour les Français, les présidents n'ont pas le droit d'avoir des vacances? Il y a un espèce de paradoxe, parce qu'on attend de tout, donc effectivement, ils n'ont pas forcément droit au repos. Puis en même temps, on voit là dans les témoignages qu'ils se reposent quand même. Mais on ne tolérerait pas en effet un président qui bulle totalement. Là, ça ferait désinvolte, et c'est ce qu'avait payé d'ailleurs très cher François Hollande. Ça peut donc avoir un impact sur les sondages. Un président qui se montre trop désinvolte, trop en vacances finalement. Oui, mais ceci dit, ça ne fait pas partie des déficits d'image d'Emmanuel Macron. Quand on regarde les sondages sur l'image d'Emmanuel Macron, l'implication dans les dossiers, la dimension un peu travailleuse du président de la République ne sont pas à son discrédit. C'est un président qui apparaît investi dans ses dossiers et travailleur. Là où il a des déficits d'image, c'est dans la proximité. Et du coup, c'est aussi là tout le challenge, c'est de montrer qu'il a les vacances un peu de monsieur tout le monde quelque part. Il est président de la France et des Français dans une résidence d'État. Il va falloir aussi remonter la pente peut-être sur la question de la proximité, de la capacité à comprendre les préoccupations des catégories populaires. Et peut-être que ces vacances-là peuvent, via les cartes postales dont parlait mon voisin, rapprocher un peu le président des Français. Dominique Jamais, c'est un exercice un peu d'équilibre qu'il faut trouver, un président en vacances? Oui, c'est un mélange subtil. Ce qui est certain, c'est que pendant les 15 jours qui vont venir, l'ensemble des Français vont se reposer d'Emmanuel Macron. Et ça déjà, ben oui, c'est important aussi. Ça soulage, on n'entendra plus parler. Et côté Macron, c'est subtil parce qu'il faut qu'il montre deux choses, en effet. D'une part, qu'il est comme tout le monde, qu'il est capable de se détendre. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le déjeuner avec le couple May, c'est un mélange qu'avaient déjà pratiqué d'autres présidents. D'ailleurs, c'est un dîner de travail, mais on est en famille quand même. Mais effectivement, M. Lestron a tout à fait raison. Emmanuel Macron a beaucoup de défauts. Ça, c'est votre opinion. Je voulais dire, c'est absolument mon opinion. Je vais le dire plus courtoisement. Il n'a pas que des qualités, mais personne ne le soupçonne en effet de ne pas être travailleur. Et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'il a un travail intéressant. Il ne faut pas oublier ça. Et la deuxième, c'est qu'il fait certainement partie des gens qui ne pensent pas systématiquement aux vacances, mais qui aiment bien leur travail. Ça va ensemble d'ailleurs. Donc on peut supposer qu'il va travailler en même temps qu'il pourra entendre les petits-enfants autour de lui, pourvu qu'il ne l'éclabousse pas, jouer dans la piscine. Allez, je voulais vous montrer aussi cette photo Emmanuel Macron qui a bien compris qu'il y avait aussi tout un enjeu d'image derrière. Il a posté sur son compte Twitter ces images de sa rencontre avec Theresa May et Philippe May. On va peut-être pouvoir les voir, ces images. Voilà, c'est assez inédit ça d'ailleurs. Voilà, on voit un petit peu les coulisses du fort de Brégançon à travers ces images postées sur son compte Twitter. C'est assez classique sur le compte Emmanuel Macron. On a déjà eu des images comme ça, un peu derrière, dans les coulisses. Notamment, je me rappelle avec Justin Trudeau, quand ils se sont rencontrés. On les a vus, ils se baladaient dans un jardin, etc. C'est assez typique d'ailleurs de la communication d'En Marche, d'essayer d'offrir des images décalées que les télés ne retransmettent pas. L'idée derrière tout ça aussi, c'est de réinvestir le fort de Brégançon. On sent qu'il s'inscrit dans une espèce de continuité. Ça a toujours été son truc à Emmanuel Macron. C'est vrai, Jupiter est de retour. La difficulté, ça va être de conquérir l'opinion publique, barricader derrière un fort Brégançon d'État. Ça me paraît tout à fait contradictoire. Et la difficulté pour Emmanuel Macron ici, ça va être de montrer qu'il est aux manettes de l'État, mais qu'il a un programme de rentrée susceptible de reconquérir les classes populaires qui se sont massivement éloignées de lui, y compris dans l'électorat du MoDem. Et Emmanuel Macron, il a évidemment ses cibles en tête et la rentrée va être à cet égard assez compliquée. Emmanuel Macron très attaché au fait de s'inscrire dans cette continuité des présidents de la Ve République. C'est vraiment quelque chose qu'il essaye de faire, ça?
Oui, clairement, et on pourrait, on l'a fait d'ailleurs tous ces jours-ci dans les journaux, on pourrait retracer l'histoire complexe des rapports entre les présidents de la République et le fort de Brégançon. Ceux qui trouvaient que ce n'était pas assez bien pour eux, ceux qui trouvaient que ce n'était pas commode, ceux qui au contraire ont voulu le remeubler, le moderniser. Et Emmanuel Macron semble décider effectivement à l'utiliser à plein, d'autant plus que le nombre de demeures dont dispose le président de la République est quand même très très réduit. Il n'y a que l'Élysée, la Lanterne, Versailles à l'occasion, Chambord éventuellement. Enfin, donc le fort de Brégançon, c'est simple, c'est discret, c'est bien protégé, c'est joli d'ailleurs. On a du mal à comprendre les présidents qui faisaient la fine bouche. Et ça a maintenant une piscine, 34 000 euros. Est-ce que la polémique avait lieu d'être ou pas tellement? Mais justement, si, c'est le rebond sur cette question de montrer qu'il va passer les vacances de Monsieur Tout-le-Monde. C'est là où la piscine, qui est un signe extérieur de richesse pour certains Français, il y a 55% des Français uniquement qui partent en vacances cet été. Donc tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde ne part pas en vacances dans des lieux avec piscine. Donc peut-être que ce débat sur la question de la piscine présidentielle, il tient à être désamorcé. Et c'est toute la nécessité de la pédagogie de l'exécutif sur le fait qu'il y a une économie en comparaison aux baignades si elles étaient sécurisées. Oui, le coût que ça coûterait voilà. de sécuriser la plage qui est en contrebas. Il y a un bénéfice d'image aussi probablement pour Emmanuel Macron, c'est que apparaître en maillot de bain comme ça a été le cas pour François Hollande dans Voici en 2014, apparaître à Wolfsboro pour Nicolas Sarkozy en 2007, ça a des répercussions dans l'opinion qui vont peut-être plus loin que ce débat sur la piscine. Donc il y a peut-être un peu de pédagogie à faire autour de cette piscine et à montrer qu'elle s'inscrive bien dans des vacances de Monsieur Tout-le-Monde. Ça vous choque pas plus que ça? Monsieur a raison par ailleurs. Et ici, il était question de symbole. La piscine, c'est un symbole. Et Emmanuel Macron, qui a toujours été attentionné au symbole, il aurait dû percevoir la difficulté pour l'opinion publique d'accepter la piscine comme symbole à Brégançon. Par ailleurs, Emmanuel Macron, il commet une erreur ici. D'autres présidents de la République, et on l'a très bien dit, ont su jouer de Brégançon pour améliorer leur image. Eh bien lui, il s'enferme à Brégançon et avec cette volonté continue d'écarter les médias de sa communication pour communiquer directement avec les Français, c'est ce qu'on voit avec les images diffusées directement sur Facebook, eh bien il se prive d'un atout et les manches relevées et l'absence de veste ne suffiront pas à Emmanuel Macron, ce sont des artifices qui ne convaincront pas les Français et qui ne lui permettront pas de reconquérir l'opinion publique. D'accord avec ça? J'ai un peu un gros doute que la piscine ait soulevé quelques questions dans l'opinion publique, dont acte, c'est le Canard enchaîné qui l'a sorti, et puis voilà, ça a rebondi. C'est effectivement un symbole, c'est pas le premier président qui se fait rattraper par un symbole, parfois c'est la grosse voiture, parfois c'est les dépenses de madame. Bon, maintenant, il faut remettre ça dans le contexte. Je pense vraiment pas que c'est ça qui va plomber l'image d'Emmanuel Macron. Les Français, ceux qui l'ont élu, ceux qui ne l'ont pas élu d'ailleurs, et les classes populaires, l'attendent plutôt sur des dossiers chauds de la rentrée, sur la réforme du chômage, par exemple, des indemnisations, plutôt que de savoir s'il va barboter ou pas dans la piscine. Dominique Jamais, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'était une piscine à remous, c'est une piscine qui a fait des vagues. Un jacuzzi. Mais ça donne une idée de l'évolution des mœurs et pas dans le bon sens. Parce que ce serait formidable si les Français devenaient aussi exigeants que les Scandinaves en matière de probité, en matière de transparence. Mais ce serait lamentable si les Anglais devenaient aussi cons que les Scandinaves. Non, mais je le dis comme je pense, dans cette matière-là. À cette occasion-là, on a appris qu'il y a 2 millions de Français qui ont une piscine. Il y a 2 millions de Français qui ont une piscine. Le président de la République serait le seul à ne pas en avoir. Et effectivement, il a reculé devant les conséquences, l'exploitation par les médias de cette piscine. Et finalement, c'est une misérable barboteuse avec 10 mètres... Misérable barboteuse à 34 000 euros. 10 mètres sur 4 et 1,20 m de profondeur. C'est pas là-dedans qu'on veut battre les records olympiques. Bon, en tout cas, peut-être qu'il se baignera un peu dans cette piscine, mais pour le reste du programme, hier soir, on le disait, il a donc reçu le couple May, donc la première ministre britannique et son époux. Et c'est pas la première fois à Brégançon qu'on reçoit les dirigeants politiques étrangers. On va faire le point avec ce sujet de Mathilde Guénégan et Nicolas Flan. Brégançon, un lieu de villégiature hautement politique depuis 50 ans. En 2010, Nicolas Sarkozy reçoit son Premier ministre, accompagné de François Baroin et de Christine Lagarde. 4 ans plus tard, François Hollande et Manuel Valls y passent des vacances très studieuses. François Mitterrand sera le premier à recevoir des chefs d'État étrangers. La visite la plus marquante de sa présidence restera celle du chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Helmut Kohl, en 85 en pleine guerre froide. L'objectif de cette rencontre, poursuivre la réconciliation franco-allemande et évoquer la délicate question des relations
relation Est-Ouest. Autre contexte pour Jacques Chirac, 19 ans plus tard, qui reçoit le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Une rencontre pour tenter d'apaiser les relations entre les deux pays, très dégradées depuis la guerre d'Algérie. En 2008, Nicolas Sarkozy accueille la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Le but de la visite, trouver un traité de paix pour mettre fin à la crise entre la Géorgie et la Russie. Cette année, ce sont le Brexit et les négociations entre Londres et Bruxelles qui sont au programme de la visite de la première ministre britannique. Theresa May devient ainsi la 5e personnalité politique étrangère à être invitée au fort de Brégançon et la première invitée d'Emmanuel Macron. C'est quoi l'intérêt de se retrouver dans ce fort de Brégançon plutôt qu'ailleurs? C'est plus informel, c'est plus discret? C'est un instrument du pouvoir, Brégançon, c'est un symbole d'autorité, c'est un attribut de la fonction présidentielle, ça assoit le personnage présidentiel qu'est Emmanuel Macron, et donc c'est utile d'utiliser dans le cadre du rencontre internationale pour travailler sa ceinture internationale. Le rôle du président de la République, il est là et il veut le marquer, et c'est en recourant à ces instruments de pouvoir qu'il va forger sa personnalité, ce qu'il présente aux Français, son personnage présidentiel sur l'échiquier politique. C'est un soft power à la française. C'est un banc d'essai, c'est la première fois donc que Emmanuel Macron a l'occasion de recevoir un Premier ministre ou un chef d'État étranger. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il a lui-même un peu désamorcé l'intérêt de cette rencontre en précisant qu'il n'avait aucune intention d'empiéter sur les attributions de l'Union européenne et qu'il n'y avait rien à attendre de cette réunion en termes de résultats. Bon, ça a permis certainement des échanges intéressants quand même entre le Premier ministre britannique et Emmanuel Macron, ne serait-ce que pour chacun précise ses positions, étant entendu quand même que le Brexit, ça ne va pas tout à fait dans le sens des orientations européennes d'Emmanuel Macron. Bon, ce qui est positif, c'est que ça a permis à Brigitte Macron et à M. Philippe May de parler de politique, enfin, et à M. Macron d'avoir par Theresa May des nouvelles de sa famille. Mais quand même, les relations sont différentes quand on se retrouve là à Brégançon plutôt que derrière un bureau à l'Élysée. Bien sûr. Bien sûr, on vient de voir cette jolie table de petit déjeuner. C'est vrai que de se retrouver, non pas dans le cadre bruxellois habituel, non pas dans le cadre d'un ministère solennel, mais dans le cadre d'une résidence qui est jolie, qui est belle, mais qui n'est pas somptueuse, qui garde un caractère d'intimité, oui, c'est certainement bon pour les relations personnelles des uns et des autres. Ça peut amener un peu plus de décontraction, effectivement, parce que le cadre est plus enchanteur. Maintenant, on reste quand même dans du protocolaire, avant tout. D'ailleurs, la preuve en est que les médias suivent. On veut savoir ce qui s'est dit, quels ont été les échanges. On sait que Theresa May est dans une position extrêmement difficile dans son propre pays, où elle a eu des démissions en cascade dans son gouvernement, où maintenant des Anglais commencent à se dire « mais finalement, sortir de l'Europe, c'est peut-être pas une bonne idée ». Le fait d'avoir un contact plus ou moins formel avec le président français qui est un européiste convaincu, pour le coup, dans son programme, c'était très clair, il veut être un fer de lance d'une Europe. C'est aussi une manière pour elle et pour lui de se repositionner sans que ça empiète bien sûr sur l'Europe. C'est quoi le but d'ailleurs pour elle de venir là? Parce qu'on sait que les négociations officielles entre Bruxelles et Londres recommenceront le 13 août. Elle vient chercher quoi? Un peu de soutien justement parce qu'elle est fragilisée en interne, c'est ça? Ou d'adoucissement du Brexit, enfin, vraisemblablement, mais de partage des ce qu'elle veut négocier aujourd'hui, c'est un Brexit effectivement un peu assoupli, en tout cas pas dans la position Boris Johnson, ça c'est sûr, tout simplement parce que en Angleterre, les pro-business, les entreprises se rendent compte déjà des effets du Brexit et le payent cher, puisque certaines entreprises partent pour s'installer en Hollande, en France aussi, et là il y a vraiment une partie de son électorat qui veut pousser Theresa May sur un accord où l'Angleterre reste un pied dedans, un pied dehors, enfin, si tant est que l'Angleterre a toujours une position assez ambiguë vis-à-vis de l'Europe. Et puis, effectivement, elle ne peut pas non plus ignorer cette Angleterre qui, elle, ne veut plus entendre parler de Bruxelles, qui est dans le rejet aussi des étrangers, puisque l'Angleterre est une grosse destination pour les immigrants, et elle est sans arrêt en train d'essayer de jongler avec ça. Donc, parler à Emmanuel Macron, qui est là-dessus sur une position beaucoup plus assise, c'est une manière de se remettre un petit peu dans le jeu. Dominique Jamais. Écoutez, si cette réunion a un sens, et je pense en réalité qu'elle en a un pour être sérieux, c'est d'aller au-delà des déclarations officielles. À l'heure actuelle, on a affaire à deux affirmations extrêmes de la part des deux partenaires, l'Union européenne, à travers Michel Barnier notamment, nous ne céderons rien, c'est comme ça, on est dans l'Union européenne, on n'y est pas, l'Angleterre n'aura droit à aucune concession,
protection, aucun avantage, aucun privilège, etc. Et puis la position de Mme May, qui est assez embarrassée en effet, ça y a aucun doute, mais qui est quand même, vous savez, si vous continuez à jouer avec nous, ce qui se passera, c'est qu'on sortira de cette longue phase de négociation sans le moindre accord. Pour l'instant, ça paraît inconciliable et ça annonce des lendemains assez énigmatiques. Et donc, on peut imaginer sérieusement que M. Macron et Mme May ont envisagé quand même ce qui va se passer en mars 2019, parce que l'Angleterre ne va pas disparaître, elle ne cesse pas d'être un centre d'intérêt pour le monde entier, de la même façon que le monde entier est un centre d'intérêt pour les Britanniques. On peut imaginer quand même qu'en fonction de l'évolution des négociations, on va se mettre à préparer sérieusement, fût-ce discrètement, l'après-Brexit. Vous le disiez d'ailleurs, Theresa May ne sera pas la dernière à venir au fort de Brégançon, selon vous. Est-ce qu'on peut imaginer que le fort de Brégançon devienne une espèce de camp David à la française? On répète cette résidence à 30 minutes d'hélicoptère de la Maison-Blanche, où les présidents américains reçoivent beaucoup de chefs de gouvernement étrangers. On peut l'espérer, ça, ou pas tellement? Manifestement ce qu'Emmanuel Macron veut en faire. Et la rénovation entamée des lieux, elle a vocation, elle a été inscrite par les équipes de l'Élysée dans cette perspective. La difficulté, au fond, c'est qu'Emmanuel Macron, il va embêter en interne sur le plan national. Il va chercher à sortir de ce plan national pour un plan plus confortable, qui est celui des affaires internationales, sur lequel aujourd'hui il avait une position très stable et plutôt bonne, puisqu'il avait été accueilli par l'ensemble des dirigeants internationaux comme un dirigeant nouveau et avec une opinion très positive à l'issue de son élection. Oui, ça a raffermi la stature présidentielle et c'est bien sûr cette capacité à valoriser l'image de la France internationale, à avoir une place importante dans le concert des nations qui est reconnue à Emmanuel Macron, même en comparaison à son prédécesseur. Mais ça reste une problématique relativement hors sol et des thématiques un peu hors sol pour les Français, dont les attentes restent quand même autour de l'emploi et du pouvoir d'achat. Et donc voilà, il peut y avoir une dissonance quand même, ou du moins un impact plutôt réduit auprès des populations qui sont aujourd'hui les plus réservées à l'égard d'Emmanuel Macron. Dominique Jamais ? Ça n'a quand même rien à voir avec comme David, comme superficie, tout simplement. Ça compte. L'exiguïté des lieux fait que Brégançon se prêtera certainement, si Macron veut l'utiliser comme il semble que ce soit le cas, se prêtera certainement à des tête-à-tête, à des week-ends intéressants, mais évidemment pas à des sommets. Pas à des G8 comme Barack Obama avait fait à l'époque. C'est trop petit, c'est aussi bête que ça, c'est matériel. Donc le caractère intime, le caractère exigu de l'endroit empêche certaines choses, mais favorise réellement, très probablement, le rapprochement. C'est un bon souvenir, carte postale. Bon, à part ça, pas grand-chose, en tout cas d'officiellement inscrit sur l'agenda. On peut imaginer qu'il y aura des bains de foule, ça c'est une certitude. Bien sûr qu'il y en aura. Le président de la République en a besoin. Il a besoin de rappeler aux Français qu'il est là. Il a besoin d'envoyer une image sympathique et donc il ne s'en privera pas. Je pense qu'il y en aura, mais là aussi, Emmanuel Macron sera, comme il aime à se définir, le maître des horloges. Il sortira quand il en aura envie, je pense. On va peut-être regarder. Oui. J'ai quand même été frappé sur les quelques images que l'on a vues hier du contraste avec les arrivées de Chirac, par exemple, à Brégançon. Toute une petite foule se rassemblait, chaleureuse, applaudissant. Ils sortaient, ils serraient des mains. Il y avait quand même là quelques personnes. Je les ai trouvées extrêmement froides. Ça arrive quand même au lendemain d'une séquence qui n'a pas été facile pour Emmanuel Macron. Et j'ai été surpris, peut-être qu'ils n'ont pas été prévenus, bien sûr, mais j'ai été de l'heure exacte, mais j'étais surpris et du petit nombre et de la froideur de l'accueil. Il y a du travail. D'ailleurs, il compte là-dessus, Emmanuel Macron, pour se sortir de toute cette séquence, cette longue séquence Benalla dont on a beaucoup parlé. Il a commencé d'ailleurs dans ses déplacements en région à vouloir aller saluer la population, à vouloir afficher de larges sourires, à vouloir diffuser des vidéos montées par ses équipes pour travailler l'image positive et sympathique du président de la République, alors qu'elle avait été dégradée. Il aurait tort de s'en priver. Erwan Lestran, ça tombe bien en quelque sorte ces vacances d'été là après 2 semaines de scandale entre guillemets. Oui, ça tombe bien. Je reviens sur ce que vous disiez sur le maître des horloges. C'est vrai que ça permet à Emmanuel Macron de reprendre un peu la paternité du timing de l'action présidentielle, parce que l'affaire Benalla, c'est aussi un point un peu inédit dans son quinquennat. C'est le premier moment où finalement il n'a plus été le maître des horloges et il n'a plus été le maître du timing de l'action. Et finalement, c'est l'opposition qui lui a fait subir un peu un rythme. Là, c'est l'occasion aussi de reprendre la main sur l'action présidentielle, de remontrer aux Français qu'il y a un cap et de réenclencher le réformisme à la rentrée. Donc voilà, c'est une pause pour bien préparer une rentrée qui s'annonce très chargée. Et on peut espérer que ça se tasse grâce à ça aussi, grâce à l'été. Les gens ont peut-être moins la tête à ça.
Je suis dubitatif. Si des bains de foule suffisaient à résoudre des problèmes plus complexes, je pense que les présidents passeraient alors leur temps en permanence dans les foires et les rues. Ça peut bien sûr contribuer à rapprocher, à donner un peu plus d'humanité, de chair. Et ça, là-dessus, il en a besoin. Mais il est bon dans cet exercice, Emmanuel Macron. Sauf que là, il a traversé une période extrêmement compliquée. Mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller au contact. On l'a vu, par exemple, avec Whirlpool, où là, il a été... il n'a pas peur d'y aller. Il aime bien. Parfois même, il s'emporte un peu. Et là, j'ai des phrases qui lui reviennent en plein ricochet. Bon... Ça peut aider à la reconstruction, mais ça ne sera pas complètement décisif. Ce qui sera décisif, ça sera la gestion des dossiers après. Allez, merci. Les résultats de l'action de l'exécutif aussi. Aujourd'hui, si on dépasse un peu les indicateurs de popularité, pour vous dire un peu schématiquement, il y a 2 Français sur 10 qui disent qu'ils soutiennent l'action d'Emmanuel Macron et du gouvernement, 4 sur 10 qui attendent de voir les résultats pour se prononcer, et 4 sur 10 qui sont dans l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a 4 Français sur 10 qui sont suspendus aux résultats pour déclarer leur approbation ou non de l'exécutif. Ça montre la satisfaction à l'égard de l'exécutif sera très corrélée à la question des résultats. Et on va revenir justement sur tout ça juste après cette courte page de pub. On reviendra là-dessus, sur les dossiers aussi sur lesquels il va évidemment plancher avant une rentrée sûrement assez, peut-être pas compliquée, mais un peu intense, assez chargée en tout cas. Et puis on parlera aussi des vacances des ministres, parce que eux aussi évidemment ils y ont droit. À tout de suite. « 24 heures week-end » se poursuit. On continue à parler des vacances du président, des ministres. Et nous, on se demandait, est-ce que c'est pas un plan de com idéal, ce départ des vacances au fort de Brégançon, juste après l'affaire Benalla. Je voulais qu'on regarde ce sondage. Le sondage YouGov qui a été publié cette semaine. Vous le voyez, 27% des Français soutiennent l'action du président. C'est une perte de 5 points par rapport au mois de juillet. Il y a donc, Erwan Lestrohan, un impact de l'affaire Benalla sur le président. Si on devait catégoriser l'impact de l'affaire Benalla sur l'image, la popularité d'Emmanuel Macron, on peut parler peut-être de rigidification de l'opposition. C'est-à-dire que des personnes qui étaient plutôt bienveillantes à l'égard du président jusqu'alors, peut-être qu'il y a eu une rupture du contrat d'exemplarité qu'il avait avec les Français. Et c'est peut-être cette rupture en matière d'exemplarité qui fait qu'un sympathisant Les Républicains, qui jusqu'alors avait une plutôt bonne opinion d'Emmanuel Macron, finalement a vu les Républicains mener une motion de censure contre le gouvernement et rentre finalement dans sa maison d'origine et se replace dans l'opposition. Voilà, ça consolide peut-être l'opposition. Pour autant, ça reste une affaire qui n'est pas liée aux priorités des Français, et donc la question des résultats refera potentiellement bouger les courbes de popularité. Aujourd'hui, il y a une baisse, elle est dans cette rigidification de l'opposition. Un contrat d'exemplarité avec les Français qui est un peu brisé, qui a pris un coup de canif. Mais pour autant, il reste quand même des marges de manœuvre et de la gouvernabilité pour Emmanuel Macron. Il a perdu un petit peu en crédibilité avec cette affaire, selon vous ? Ça a terni la réputation parce qu'il s'est fait élire justement sur la promesse d'une politique moderne, dynamique et qui n'avait plus rien à voir avec, selon sa formule, la vieille politique. Jusqu'à présent, il avait plutôt bien tenu le cap. Et il y avait déjà eu très vite des remous lorsqu'il a accédé au pouvoir avec les ministres MoDem qui ont dû démissionner très rapidement et qui ont été poussés très rapidement. Et d'ailleurs, l'affaire s'est éteinte médiatiquement très rapidement aussi. Là, l'affaire Benalla, sur le fond, il y a ce qu'a commis Benalla, mais il y a la gestion effectivement du cas qui a été pas très exemplaire. Et du coup, ça a donné l'impression qu'on revenait aux barbouzeries qu'on a connues sous de précédents quinquennats et septennats. Dominique Jamais ? Écoutez, l'affaire Benalla est partie de faits relativement peu importants. Je ne me lasse pas de le répéter. Les brutalités d'un agent de l'Élysée contre 2, puis finalement 4 manifestants. Et puis elle a pris l'extension que l'on sait. Et je n'insiste pas, c'est dans toutes les mémoires à l'heure actuelle. Et vous voyez, on en aurait parlé il y a 8 jours. J'aurais eu tendance à dire, comme beaucoup de gens, je crois, c'est fini, on sait à quoi s'en tenir. Les fautes des uns et des autres, le rôle des uns et des autres, les sanctions prises, les conséquences, opposition, motion de censure. Et là, j'ai vraiment le sentiment, en y réfléchissant, tout simplement, que l'abcès n'est pas dégonflé, qu'il y a encore des choses qui vont venir et qu'au-dessus de la tête du président, il y a un nuage extrêmement menaçant que continue à constituer l'affaire Benalla. Je m'explique.
il y a dans l'enquête menée autour de Ben Bella un mystère. Cette perquisition extraordinaire à laquelle renoncent les policiers, ce qui n'est pas dans leur habitude. Ils posent des scellés, ils s'aperçoivent le lendemain que les scellés ont été violés et qu'un coffre avec des armes a disparu et ils ne font rien. C'est insolite. Bon, on apprend qu'à l'époque où il était, juste après l'époque où il était censé avoir été suspendu, M. Benalla bénéficiait d'un passeport diplomatique, c'est-à-dire rien comprendre pourquoi faire, à quoi sert-il. Ce qui ramène à l'interrogation sur l'origine mystérieuse de l'influence de M. Benalla. Et l'enquête va... N'oublions pas que le Sénat, la commission d'enquête du Sénat va reprendre ses travaux. Ils sont lents, mais ils sont pointus, ils sont incisifs. Il y a ça aussi. Le rapport sera rendu dans 6 mois. Puis il y a ces nouveaux développements sur lesquels je n'ai pas de réponse, mais sur lesquels j'ai des questions, ce qui est beaucoup plus embêtant. Qu'est-ce que c'est que cette femme avec laquelle M. Benalla devait se marier, qu'on n'a jamais vu, jamais... Le mariage est toujours fixé. Il disait qu'il avait un nouveau-né. Est-ce exact ou pas? On apprend que, tout en préparant son mariage, il avait des conversations sur Tinder, où il cherchait à faire des rencontres. Des rencontres de quel type? Emmanuel Macron n'est pas responsable de la vie privée non plus des gens qui l'entourent. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, mais si vous me permettez, et quand M. Benalla fait savoir qu'il téléphonait sur un téléphone crypté à un certain nombre de personnalités, qu'il a gardé l'enregistrement de ces conversations et que c'est sur une clé USB et qu'un jour ou l'autre ça pourrait bien sortir, ça ressemble terriblement à un chantage. En d'autres termes, j'ai l'impression que l'affaire Benalla, que je croyais terminée, que l'on pouvait croire terminée, peut rebondir à tout moment et qu'on n'a pas fini peut-être d'avoir des surprises. Et c'est d'ailleurs pour ça, on imagine qu'il va plancher aussi là-dessus justement au fort de Brégançon pendant ses vacances, Emmanuel Macron. Et le président, à l'heure actuelle, est déjà confronté à deux exigences contradictoires. D'une part, il veut reprendre de la hauteur, de la distance et se consacrer pendant ses vacances au grand dossier de la rentrée. Et puis d'autre part, il veut renouer le lien distendu, abîmé avec le peuple. J'espère que cette affaire le laissera tranquille et qu'il pourra mener ses vacances, enfin pleinement profiter de ses vacances pour mener à bien ses projets. Ça n'est pas sûr. Mais en tout cas, à la rentrée, il va sûrement devoir montrer qu'il en tire les leçons de tout ça. On sait qu'il a commandé un rapport donc, au secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui doit lui faire des propositions donc, à la rentrée pour réorganiser un petit peu la présidence après cette affaire. Tout ça, c'est important de montrer aux Français, voilà, on a tiré les leçons du passé. Qu'est-ce qu'il faut pour prouver aux Français que tout ça, ça ne se reproduira plus? Être transparent, être empathique. On ne peut pas s'étonner de payer dans l'opinion publique une gestion d'une crise aussi calamiteuse, aussi amateur que celle qui a été celle de l'Élysée dans l'affaire Benalla. On a commis à peu près toutes les erreurs qui peuvent l'être dans une gestion de crise. Et donc, on l'a payé dans l'opinion. Et c'est normal que les Français aient sanctionné cette gestion lamentable de la crise Benalla. Il faut donc leur montrer qu'on en a tiré les leçons et que les défaillances qui ont permis à l'affaire Benalla de naître au sein de l'Élysée, eh bien, elles sont à la fois identifiées et résolues et que cela ne pourra plus se produire. Parce que si l'opinion peut accepter qu'il y ait une erreur individuelle, elle ne pourra pas accepter que ces erreurs individuelles se renouvellent. Et Emmanuel Macron, il va donc devoir montrer sa mobilisation, sa transparence et l'empathie à l'égard des Français parce qu'il a été élu, lui, sur la fin de cette affaire dans une campagne présidentielle qui s'est résumée à une succession d'affaires que les Français avaient condamnées. Erwan Lestron. Oui, c'est ça. On montre qu'on ferme. Il faut montrer qu'on ferme la porte au fait que ça se réédite. Pour faire un parallèle récent, quand il y a eu l'affaire Cahuzac, et il y a une loi qui a été prise, qui a été votée pour la publication du patrimoine des ministres de manière à mettre fin à ce flou autour du patrimoine des ministres. Du coup, là, ce qui est attendu, c'est justement ce que M. Kohler avançait, de réorganisation de la sécurité de l'Élysée. Et si cette réorganisation est efficace et efficiente, il y aura vraisemblablement, aux yeux des Français, plutôt le sentiment que les choses ont été faites pour que ça n'arrive plus. Olivier Simelière, d'ailleurs, Benjamin Griveaux l'a dit, il y aura clairement une réorganisation. Benjamin Griveaux, lors de ses questions-réponses à l'issue du Conseil des ministres, a effectivement prononcé le mot réorganisation à l'issue du travail que Alexis Kohler doit rendre. Et clairement, de toute façon, pour sortir d'une crise si mal gérée et-elle était, c'est maintenant d'avoir des actes concrets qui vont se traduire par des nominations, des organisations différentes, mais des choses concrètes. Et bien sûr que ça ne se reproduise pas derrière parce qu'on a droit à un joker, mais pas deux. Et Marine Le Pen le dit d'ailleurs, on l'a dit clairement cette semaine, le dossier Benalla n'est pas clos, puisqu'avec la réforme constitutionnelle, la révision constitutionnelle, on va forcément reparler de cette affaire Benalla. On va l'écouter, Marine Le Pen.
C'est vrai que la réforme constitutionnelle, elle est une réforme de l'équilibre des pouvoirs. Or, cette affaire Benalla, elle met en cause l'équilibre des pouvoirs. Donc, évidemment qu'on va être amené à reparler de l'affaire Benalla parce qu'on va reparler de l'équilibre des pouvoirs. Est-ce qu'il faut un président qui soit encore plus fort qu'il ne l'est déjà, encore plus préservé, protégé qu'il ne l'est déjà, ou est-ce qu'il faut un Parlement qui soit doté de pouvoirs suffisants pour représenter justement un contre-pouvoir et éviter les dérives auxquelles nous avons assisté. Bon, d'accord avec ce qu'elle dit ? C'est quand même assez fumeux parce que voilà, Madame Le Pen là, elle arrive devant les caméras pour amener son jugement. Bon, on est en démocratie, on s'exprime, mais quand elle est convoquée par les juges et la police, c'est marrant, on la voit pas arriver. Dominique Jamais. Non, le débat autour de la révision constitutionnelle met en jeu, en effet, le principe de la séparation des pouvoirs et l'équilibre des rapports entre l'exécutif et le législatif, sur des questions extrêmement importantes sur ce plan-là. Quant au lien entre l'affaire Benalla et la séparation des pouvoirs et la révision de la Constitution, peut-être qu'il apparaît à Marine Le Pen, il m'échappe totalement. À moi, il m'apparaît par ailleurs. On a vu que ça fonctionnait très bien. On a vu même d'ailleurs des institutions comme le Sénat profiter d'une réhabilitation dans l'opinion en montrant leur rôle, en montrant leur efficacité. Non, mais il n'y a pas de donc, entre les conséquences de l'affaire Benalla. Bien sûr, aucune conséquence. Il n'y a aucun lien, c'est absurde ce qu'elle dit. L'affaire Benalla pose le problème de la séparation des pouvoirs. Je ne vois pas ce qu'elle veut dire. Mais en tout cas, l'exécutif se pose la question de remettre la révision constitutionnelle à l'ordre du jour dès la rentrée ou pas. Est-ce qu'il faut réattaquer ce dossier donc dès la rentrée ou laisser le temps que les esprits s'apaisent un petit peu après toute cette histoire ? Je pense que ça serait conseillé de laisser ce dossier pour l'instant en vacances. On va se répéter, mais ce qu'attendent les Français, c'est des résultats concrets sur des problèmes qui les affectent. Je ne pense pas que la révision constitutionnelle est un problème de gouvernance d'un pays qui peut affecter effectivement la vie des Français si jamais un président devenait par exemple trop puissant. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait des volontés de dictature chez Emmanuel Macron, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et encore une fois, il est attendu sur les résultats. Enfin, les 4%, enfin les 4 personnes 40, sur 10, 40%. Voilà, j'ai toujours été nul en maths. Je m'y retrouve. Les 40% qui disent pour l'instant on attend de voir, ben c'est ceux-là justement qu'il va falloir aller chercher, et c'est pas sur la révision constitutionnelle que ça va les faire bouger. D'accord avec ça concerne pas tellement les Français tout ça ? Oui et non. Il y a des aspects de la réforme constitutionnelle qui les intéressent certainement. Et ça tombe bien pour Emmanuel Macron, puisqu'on ne sait pas encore à quelle date et avec quelle ampleur, à quelle date est fixée et avec quelle ampleur vont reprendre les débats sur la révision constitutionnelle. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a 3 points qui tiennent à cœur à Emmanuel Macron et qu'il peut faire voter par le biais d'une loi ordinaire. Comme il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, probablement il ne renoncera pas à ces 3 points qui sont la réduction du nombre des parlementaires, quelque chose que le Sénat n'a pas très envie de voter, l'instillation d'une dose de proportionnelle, et enfin le non-cumul dans le temps. Alors que pour tout le reste, c'est-à-dire justement la réduction du droit d'amendement, l'accélération du travail législatif, la réélection du Sénat au complet en 2021, il sait parfaitement que surtout à la lumière de l'affaire Benalla et après le réveil des oppositions, il y a peu de chances, pour ne pas dire aucune, qu'il obtienne la majorité des 3/5 devant de la part du Congrès réuni. Oui. Donc on va renoncer probablement à ce volet et garder l'autre. C'est quoi les dossiers pour vous les plus chauds de la rentrée là ? Les retraites ? Oui, l'assurance chômage, il y a la question de l'assurance chômage et puis la loi de finances. Globalement, pour vous donner un chiffre du dernier observatoire de la politique nationale de BVA, 75% des Français souhaitent que le gouvernement et Emmanuel Macron mènent une politique plus sociale. Uniquement 30% pensent qu'ils vont le faire. Donc il y a une attente sociale très forte, et si on en croit les derniers indicateurs publiés, ça va être difficile de faire du social parce qu'il faut beaucoup baisser la dépense publique. Donc une équation pas possible pour Emmanuel Macron et de grosses attentes sur le social, parce que c'est vrai que le pilier efficacité qui était dans le contrat avec Emmanuel Macron, il est relativement satisfait. Le pilier simplification de l'action, on voit qu'il y a des choses qui ont été menées dans ce sens. Par contre, la question de l'égalité sociale, de la lutte contre les inégalités sociales, il y a des attentes à ce niveau-là, et on peut se demander, dans un contexte de manque de moyens, comment il va s'y prendre, alors que c'est fin septembre 2018 qu'il annonce les orientations budgétaires. Le dossier le plus à risque pour vous de la rentrée ?
Il y a le budget et la clé de voûte de tout, parce que, vous venez de le dire, il y a des enjeux sociaux, mais il y a aussi des enjeux économiques. Après, il y a un autre dossier qui peut, à mon sens, devenir explosif, c'est le dossier de la santé. Et puis le dossier de la réforme, enfin de l'assurance chômage. On parle notamment de l'indemnisation des cadres aussi, d'y toucher. Voilà, ça c'est, à mon sens, des sujets extrêmement chauds. Le gouvernement vient de renoncer à son objectif de 2% de croissance. La croissance ne sera pas ce qu'on espérait qu'elle serait. Les recettes de l'État ne seront pas ce que l'on espérait qu'elles seraient. Et Macron, qui espérait repartir sur une jambe sociale, qui comptait le faire, va se trouver en difficulté tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Est-ce qu'on va lever de nouvelles taxes, de nouveaux impôts? Ça ne marcherait pas très bien. Il a un vrai problème. Mais on peut compter sur l'habileté du gouvernement, comme de tous les gouvernements. On va nous sortir un petit débat sur la PMA aux oignons qui va passionner les Français sur des clopinettes pendant 18 mois. Ça, comme ça, on parlera d'autre chose. On verra ça. Florence Silnicki. Quoi qu'il arrive, la rentrée est chargée. L'affaire Benalla, elle a une conséquence directe sur l'organisation de la vie parlementaire. C'est un cafouillage absolu, un calendrier qui ne tient plus dans le mois de septembre. Et extrêmement chargé, du coup, puisque les dossiers va devoir s'accumulent. identifier les priorités. Et on a entendu un président de l'Assemblée nationale se plaindre de la non-organisation et de la non-identification de priorités par l'Élysée dans le travail parlementaire. Bon, en tout cas, avant cette rentrée chargée quand même, on va aussi continuer à parler des vacances pour les ministres. Il y a eu le dernier Conseil des ministres hier. Ils ont aussi 2 semaines de vacances devant eux avant la rentrée prévue, donc le 22 août prochain. Et je voulais qu'on fasse un petit point sur leur destination de vacances aux uns et aux autres. Vous allez voir, c'est assez parlant. On va faire le point avec Catherine André. Pour les membres du gouvernement, pas de trek dans la lointaine Amazonie cette année. Pas de découverte en van non plus de l'Australie à l'autre bout du monde. Même en congé, un ministre reste un ministre avec une consigne, ne pas trop s'éloigner et rester joignable. Des vacances studieuses pour le gouvernement. On ne s'arrête jamais vraiment de travailler, mais c'est plus retrouver nos familles et être dans un contexte qui change. Mais on part évidemment toutes et tous avec des dossiers et avec du travail, parce que la rentrée va vite arriver avec beaucoup de chantiers importants. Marlène Schiappa passera une partie de ses vacances en Corse. Elle y croisera peut-être ses collègues, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, ou encore Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui séjourne aussi sur l'île de Beauté. Pour Bruno Le Maire, le programme sera plus sportif. Le ministre de l'Économie randonnera en famille dans les environs de Chamonix. La montagne aussi pour Gérard Collomb ou pour Françoise Nyssen. La ministre de la Culture séjournera dans une grange des Hautes-Alpes. Destination secrète en revanche pour le Premier ministre Édouard Philippe ou pour Nicolas Hulot qui ne souhaite pas dévoiler leur lieu de villégiature, sans doute pour se reposer tranquillement. Quelques ministres partiront à l'étranger, en Italie par exemple, ou encore un peu plus loin, en Grèce pour le secrétaire d'État Sébastien Lecornu. Mais tous l'ont promis, ils pourront rentrer rapidement en cas de nécessité. Et oui, parce que c'était une consigne du gouvernement d'Édouard Philippe. Ne partez pas trop loin et surtout restez joignables. Ça, c'est une consigne normale quand on est ministre. C'est une consigne normale parce qu'on sait que c'est une période à risque pour leur image et c'est une période chrysogène parce qu'un ministre qui apparaîtrait, comme ça a été le cas de M. Mattei en 2003, en vacances et pas mobilisé sur un dossier comme la canicule, ça serait sanctionné par l'opinion publique qui ne comprendrait pas l'absence de mobilisation. Il était en vacances en Provence. C'est vrai, mais le polo dans sa maison provençale, ça marche pas. Ça met pas en scène l'action politique et c'est ce que les Français avaient sanctionné. C'est pour ça qu'on voit la vigilance d'Agnès Buzyn sur ce dossier qui tente de sursaturer de ses propres messages les médias pour montrer sa mobilisation et celle de son administration. Et donc les politiques ont besoin de montrer qu'ils sont en vacances, mais mobilisables et au travail. C'est le sens de ces consignes qui sont normales. Et là habituelles. encore, le choix de la destination, est-ce que vous pensez qu'elle est étudiée au fond parce que certaines destinations passent mieux que d'autres? Probablement, il y a la question qui se pose. Il ne faut pas que ça paraisse trop dispendieux, trop bling-bling, trop décalé par rapport à la moyenne des Français. Donc, on va choisir des destinations plutôt françaises ou alors proches de la France, en famille, voilà, pour qu'il y ait une espèce de cohérence d'image.
c'est clair que la question se pose à chaque fois. On va pas un peu loin presque? Ils ont le droit de partir où ils veulent, non? Faut être pas trop loin de Paris. Non, il paraît assez logique qu'on leur demande en effet de pouvoir revenir à Paris en cas de besoin en moins de 3 heures. Hein. C'est une exigence qui existait déjà avec les précédents gouvernements, c'est tout à fait normal. Bon, après, faut pas non plus en faire tout un plat parce que d'abord ces consignes-là, elles sont pas nouvelles. Les précédents gouvernements Hollande, Sarkozy, déjà il y avait cette exigence de disponibilité des ministres. Et si vous faites le parallèle avec ce qui existe en entreprise, c'est exactement la même exigence qui est appliquée aux dirigeants quand ils partent en vacances. Il faut pouvoir être disponible, il faut pouvoir être joignable parce qu'on sait que quand on est à la manœuvre sur des grosses structures avec des gros enjeux, fatalement, ça implique effectivement certains sacrifices personnels. Et quand on est en entreprise aussi, on a souvent des entretiens avec son supérieur. C'est un peu, d'ailleurs, ce qu'ils ont tous vécu là ces derniers jours. Les ministres, ils ont été convoqués par le Premier ministre Édouard Philippe pour faire une espèce de bilan, pour être évalués. Alors même s'il n'y a pas de notation, hein, c'était vraiment... l'idée, c'était de faire le point. Et c'était la volonté d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. On va l'écouter, Emmanuel Macron. Responsabilité des ministres également, dont je fixerai la feuille de route et qui seront responsables pleinement de la gestion de leur portefeuille ministériel et en particulier des engagements de finances publiques que je prends. Cela sera évalué chaque année avec, si le respect n'est pas plein et entier, eh bien des décisions qui seront prises en termes de maintien dans le gouvernement. Être ministre, c'est un honneur, c'est aussi une responsabilité. Bon voilà, au moins le message est clair. On va écouter ce qu'en pense Marlène Schiappa, qui était l'invitée de la matinale LCI hier. Je suis très favorable à ça, c'est-à-dire à évaluer l'efficacité. Je le fais pour tout, je mets des indicateurs d'évaluation d'efficacité pour toutes les mesures que je lance. Moi-même, j'ai évalué les collaborateurs de mon cabinet. Je crois que c'est quelque chose de très sain qui permet aussi de savoir ensemble où on veut aller et comment on y va. Je pense qu'il n'y a jamais assez de temps d'échange à cet égard. Les critères d'évaluation étant la collégialité dans laquelle il me semble que je travaille et la manière dont on a avancé sur notre feuille de route. Bon, ça, c'est pas nouveau, on le sait. Emmanuel Macron, on l'a répété, il gère un peu son gouvernement, parfois un peu comme une entreprise. C'est une bonne chose ? Oui, enfin, à titre personnel, pour avoir travaillé dans des grandes entreprises, c'est bien que la fonction publique s'inspire des modèles et comprenne ces modèles plutôt que continuer à fonctionner comme ça a fonctionné depuis ces 30 dernières années, loin des changements qui se sont produits dans le monde entrepreneurial. D'accord avec ça ? Écoutez... Dubitatif. Je suis partagé. Édouard Philippe a présenté les entretiens qu'il a eus avec tous les ministres, correspondant à ce qu'avait annoncé le président de la République, de façon assez anodine. Non, ce ne sont pas des entretiens d'évaluation à proprement parler, comme on pourrait voir dans les entreprises. Mais ça y ressemble quand même furieusement. On va voir, cela dit, si on en tire les conséquences ou non. Ce qui a été dit et ce qui se fera, il peut y avoir une différence. Mais... ce qui est intéressant, ce qui est nouveau quand même par rapport aux présidents précédents et à la façon de gouverner qu'ils avaient, c'est que nous avons à l'heure actuelle un gouvernement qui est composé de ministres dont le point commun pour la quasi-totalité d'entre eux est de n'avoir aucune surface politique ou une surface politique territoriale, un ancrage extrêmement réduit. Ils sont très vulnérables et ils sont très fragiles. Ils sont ministres par la volonté de M. Macron. Ils n'impriment pas toujours, comme on dit, et on ne les laisse pas imprimer. Je prends l'exemple de deux ministres, je ne vais pas les passer tous en revue, ils sont nombreux. Je prends l'exemple de 2 ministres. M. Le Drian, qui avait si bien réussi à la Défense. Mme Florence Parly, qui est quelqu'un d'extrêmement remarquable. Bon. Qui entend parler d'eux ? Il s'occupe l'un des affaires étrangères, dont le chef d'État s'occupe tout le temps, et l'autre des armées, dont le chef d'État s'occupe personnellement. Quelle crédibilité, quelle surface, quels moyens de défense ont-ils ? Ils peuvent être balancés du jour au lendemain, on ne s'en apercevra même pas. Ça, c'est un point extrêmement important et ça mérite qu'on y revienne. Emmanuel Macron, il souffre au fond de ce qu'il pensait pourtant être un atout dans sa présidence de la République, à savoir un gouvernement de techno, d'experts. À chaque fois qu'il y a eu une difficulté, eh bien, ces experts, ces ministres experts de leur sujet, n'ont pas su protéger le président de la République. Et Emmanuel Macron, il a été assez systématiquement, comme c'est le cas dans la réforme ferroviaire, par Elisabeth Borne, qui est une ministre qui n'a pas du tout su gérer la communication de cette réforme, eh bien, était obligé de revenir dans l'arène de ce débat qui ne méritait pas une intervention du président de la République. Puisqu'on parle d'évaluation, là, c'est qui, selon vous, peut-être le meilleur élève de ce gouvernement ?
Ou le moins bon, ou le moins bon. Ceux qui ont la meilleure image auprès des Français, c'est aussi ceux qui sont les plus consensuels. C'est Nicolas Hulot, Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Blanquer ou Laura Flessel, voire Christophe Castaner. Laura Flessel, d'ailleurs, la plus populaire du gouvernement. Oui, c'est l'effet Coupe du Monde. Il y a un effet Coupe du Monde un aussi, petit peu, mais qui reste populaire. Et ces ministres qui sont consensuels. Pour autant, ça ne signifie pas grand-chose non plus. Si on prend l'exemple de Christiane Taubira, par exemple, elle avait une très bonne image sous François Hollande auprès des sympathisants de la gauche. Elle avait une très mauvaise image à droite, ce qui faisait qu'au global, elle avait plutôt une mauvaise image. Pour autant, c'est un ministre qui a laissé un bon souvenir auprès des sympathisants de la gauche. On a des ministres, au-delà de ces têtes d'affiche consensuelles que sont Jean-Yves Le Drian, Nicolas Hulot, Jean-Michel Blanquer, on a des ministres qui sont soit moins connus, soit plus clivants. Dans les moins connus, on va avoir par exemple des ministres comme Nicole Belloubet ou Muriel Pénicaud qui occupent des ministères importants, dont on voit la cote de popularité frémir dès lors qu'elles sont mises en avant sur un dossier, mais qui restent quand même connus par une minorité de Français. Et une autre partie des ministres qui vont être, eux, des ministres plus clivants, qui sont par exemple Marlène Schiappa ou Gérard Collomb, dont on a vu qu'il avait pâti dans les sondages du projet de loi Asile-Immigration. Est-ce qu'il y en a un, selon vous, qui sort particulièrement du lot, ou au contraire, dans le bon et dans le mauvais sens d'ailleurs? Peut-être la plus grande surprise, c'est Gérald Darmanin. Parce que pour lui, c'était quand même pas gagné d'avance, qui était un sarkozyste avéré. Rejoindre le gouvernement Macron, ça ressemblait à une opération un peu grand écart. Et pourtant, aujourd'hui, il a les faveurs de la présidence de la République. Il est reconnu comme ayant pour l'instant mené une action satisfaisante. Et il s'est imposé médiatiquement. Il existe même presque plus que Bruno Le Maire, qui est son supérieur, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est pour moi la plus grande surprise. D'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Tout simplement. La question aussi que je me posais, oui, vous souhaitez ajouter quelque chose? Il y a M. Blanquer qui n'est peut-être pas encore universellement connu, mais qui vraiment est reconnu, est incontesté dans son rôle. Et qui a réussi à réformer le bac. Il a réussi des choses, il fait des choses, puis s'il connaît. On a quelqu'un qui connaît l'éducation nationale à la tête de l'éducation nationale, c'est surprenant, c'est pas mal, ça change d'autres, je ne nomme personne, mais je les vise quand même. Et puis, il y a effectivement cette équipe qui travaille discrètement, cette équipe solide, qui est constituée de Le Maire, Darmanin et accessoirement Le Cornu, qui va se retrouver quand même en première ligne lorsqu'on va examiner le budget à la rentrée, et qui me semble solide dans ce ministère où tout le monde ne l'est pas, parce que au vu de ses dernières performances et au gré de l'opinion publique, M. Collomb, Mme Belloubet ne se sont pas imposés de manière extrêmement forte, et malheureusement, hélas, Mme Nyssen non plus. On parlait à l'instant d'évaluation dans le gouvernement, et certains disent que ce n'est pas tout à fait anodin, ça laisse présager peut-être un futur remaniement à la rentrée. C'est quelque chose qui pourrait se passer, on entend pas mal de rumeurs là-dessus. Ou il le faut en tout cas, après les affaires Benalla, etc. C'est quelque chose qui peut perpétuellement se passer dans un gouvernement. Emmanuel Macron en a déjà fait un. Alors c'était certes un mini remaniement, mais le Macron 1 a très vite été remplacé par le gouvernement Macron 2 qui est l'actuel. Oui, après il y a le jeu médiatique qui fait que qui sont les futurs sortants, qui sont ceux qui vont entrer ou qui vont gagner, prendre du galon. Bon, là encore, la décision, si remaniement il y a, elle sera prise par Emmanuel Macron. Et j'évoquais tout à l'heure le maître des horloges. Mais alors, sur un sujet comme celui-là, c'est pas lui qui se fera dicter, je pense, la décision. Et lui, il disait que c'est pas la République des fusibles. Il n'y aura pas de tête coupée, on va dire, après toute cette affaire. Il en est capable. Pourtant, Emmanuel Macron, on sait qu'il a déjà fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, le préfet du Rhône y est passé notamment. Il y a eu le général de Villiers. Il en est capable et il pourrait le faire à la rentrée. Il a montré qu'il était capable, effectivement, de prendre des décisions personnelles difficiles, dures, spectaculaires. Je pense qu'il en est toujours capable. Alors, il y aura fatalement un jour un remaniement. Est-ce que ce sera dans la foulée de l'affaire Benalla? Est-ce que ce sera à l'occasion des élections européennes? Moi, ce qui me paraît probable, ce qui me paraît clair même, c'est que toutes les fois que dans la presse, notamment dans les médias, dans les conversations parlementaires, on laisse prévoir, on annonce la perspective d'un remaniement extrêmement proche, ça confirme Macron dans l'idée de ne pas le faire. Plus on en parle, moins il le fera. Donc le plus sûr garant de la solidité des ministres, c'est de parler du remaniement. C'est envisageable en tout cas. Oui, mais ce serait plutôt d'ordre technique, on peut l'imaginer. Enfin, de ce qu'on voit de l'opinion, il n'y a pas de divorce entre l'opinion et Emmanuel Macron, mais
pas non plus avec Édouard Philippe, pas non plus avec les personnalités du gouvernement. Il y a une belle cérémonie qui est prévue le 11 novembre prochain. Vous savez, c'est le dépôt d'une gerbe sur le tombeau du ministre inconnu. Allez, on va aussi parler du reste de l'actualité après ces vacances, donc des politiques, parce qu'il y a aussi la canicule, la loi contre les violences sexistes et sexuelles, ou encore la pagaille dans les transports et dans la Tour Eiffel, ce qui n'a sûrement pas dû être très pratique pour les touristes. On va faire le point complet de cette semaine avec Alexandra Guetta. La semaine commence avec ces vacanciers qui perdent leur nerf. C'est juste pas possible. Il faut trouver une solution parce que là, c'est pas possible. Ça devient carrément invivable. Enfin, les gens, là, on voit bien à quel point on souffre. La gare Montparnasse toujours partiellement bloquée. Un train sur deux ce lundi suite à la panne électrique géante qu'a connue la gare parisienne en fin de semaine dernière. La SNCF prévoit un retour à la normale d'ici vendredi. Les suites du feuilleton de l'été, Alexandre Benalla apparaît dans une nouvelle vidéo diffusée par Mediapart. Une vidéo où l'on voit l'ex-chargé de mission avec son compère Vincent Crase traîner un manifestant. La scène se déroule le 1er mai dernier dans le Jardin des Plantes. Des images qui fragilisent encore un peu plus sa défense. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Mardi, à l'Assemblée nationale étaient présentées non pas une, mais 2 motions de censure suite à l'affaire Benalla. L'occasion pour l'opposition de s'unir face au gouvernement. Pour leur répondre, Édouard Philippe n'a pas manqué d'ironiser sur ces alliances. Il y a désormais des oppositions de rencontre qui, si je devais les montrer du doigt, ce qui ne se fait pas, nécessiteraient l'usage de mes 2 bras, ici bien à gauche et ici bien à droite. Sans grande surprise, les 2 motions ont été rejetées par la majorité. Après les trains, grosse pagaille dans le métro cette fois. À Paris et pendant près de 2 heures, une centaine de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans un tunnel. 2 heures d'attente sans clim dans une atmosphère suffocante. Les patients écoutent longtemps, on étouffe là. Nous on peut pas descendre parce que c'est dangereux, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a raccroché. Il a raccroché. Les plus exaspérés n'ont pas attendu l'arrivée des secours pour quitter la rame. À la suite de cet incident, 6 voyageurs ont été hospitalisés. À partir de ce mercredi 1er août, l'humanité vit à crédit. L'explication, depuis le début de l'année, nous avons consommé plus de ressources que la Terre peut en produire en un an. Ce 1er août marque donc symboliquement le jour du dépassement, un jour qui, chaque année, tombe de plus en plus tôt. Sachez par exemple qu'en 1970, le jour du dépassement n'arrivait que le 29 décembre. Allez, on redescend sur Terre avec cette nouvelle pagaille dans les transports, mais cette fois à l'aéroport. Une bataille rangée entre 2 clans, ceux des rappeurs Booba et Caris qui se sont affrontés en plein duty-free dans l'aéroport d'Orly. Résultat des courses, un magasin saccagé, un aérogare fermé, des avions retardés et 11 gardes à vue, dont les 2 rappeurs qui ont plaidé tour à tour la légitime défense. Ce jeudi, c'est le retour de la canicule, des températures étouffantes sur la quasi-totalité du territoire. Au total, 67 départements sont placés en vigilance orange canicule, des grosses chaleurs qui devraient durer jusqu'à mercredi prochain. Ne partez pas trop loin et restez joignables. Voilà en substance le message d'Emmanuel Macron aux membres du gouvernement réunis pour le dernier Conseil des ministres. 2 semaines de vacances avant le retour aux affaires, prévu le 22 août prochain. Quelques heures plus tard, il y avait foule pour accueillir le président de la République qui passera, lui, ses vacances au fort de Brégançon. Un séjour qui débute par la réception de la première ministre britannique Theresa May. Au programme, un dîner privé loin des dorures de l'Elysée pour évoquer le Brexit. On a connu mieux comme début de vacances. Et
Et un début des vacances très chaud. Je voulais qu'on se penche sur la canicule, puisqu'il y a toujours une bonne soixantaine de départements sous vigilance orange à l'heure où nous parlons. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, on le disait, elle a choisi de décaler un peu ses vacances. Elle devait partir ce week-end et elle a finalement décidé de partir un petit peu plus tard pour laisser le temps de cette crise passer. Elle a eu raison de faire ça, la ministre de la Santé. Évidemment, eu raison. Elle a tiré les leçons des erreurs de ses prédécesseurs et il aurait été tout à fait kamikaze du point de vue de son image et de ses fonctions qu'elle choisisse, elle, de partir en vacances au détriment de la mise en scène de sa mobilisation et de son action politique au service des plus exposés. Jacques Chirac, il était à l'époque au Canada pendant que son ministre était en Provence. Il l'avait payé extrêmement cher. Ils avaient vécu les conséquences politiques directes sur leurs images respectives de la canicule qu'ils n'avaient pas su anticiper. Et il s'agit ici de ne pas répéter ces erreurs. Elle fait le job, Agnès Buzyn, sur cette crise actuelle. Oui, je ne l'avais pas cité tout à l'heure. On a un ministre de la Santé qui connaît les questions de santé, et depuis longtemps. C'est sa profession, c'est son métier. Et effectivement, elle est tout à fait consciente du risque que comporte la période caniculaire où nous sommes. Elle joue la carte de l'omniprésence, là. Elle joue la carte de l'omniprésence. La présence. Mais de toute manière, je pense que les gouvernements et les dirigeants politiques ont appris aussi de la canicule de 2003. Il y a quand même des choses qui ont été mises en place par la suite, notamment Roselyne Bachelot, qui avait créé des plans canicule avec des dispositifs à déclencher en cas de forte température durable. Agnès Buzyn s'inscrit dans cette continuité. Et puis parce que aussi on sait que le réchauffement climatique et la hausse des températures est quelque chose avec lequel on va devoir composer dans les années qui suivent. Donc il y a aussi tout un travail éducatif qui est fait, puisqu'on voit un nombre de spots et de messages sanitaires qui sont diffusés partout. Les gens eux-mêmes maintenant ont plus le sens de la prévention, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Agnès Buzyn, qui lorsqu'on l'écoute dans ses multiples conférences de presse depuis plusieurs jours, elle le dit, on est prêt face à cette canicule. Il y a 18 hôpitaux en tension sur les 650 qui ont un service d'urgence, donc on voit qu'il y en a, mais que ça reste modéré. Nous suivons la situation jour après jour. Nous avons le centre de crise au ministère qui est ouvert en permanence, et donc nous mobilisons, s'il y a besoin, des ressources humaines supplémentaires dans les services en tension. Il y a le moyen aussi d'ouvrir plus de lits. Les hôpitaux ont réfléchi à la possibilité d'ouvrir des lits en plus en cas de besoin, et donc tout cela est anticipé. Voilà, d'un côté, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui le dit, on est prêt, il n'y a pas pour l'instant de gros problèmes dans les urgences. Et de l'autre, Patrick Pelloux, qu'on connaît bien, médecin urgentiste, qui lui est beaucoup moins serein. Il y a cette mobilisation de communication qu'il n'y avait pas en 2003. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est au niveau des hôpitaux. On n'a toujours pas compris l'importance de mettre les moyens au niveau des hôpitaux, pas seulement au niveau des services d'urgence, mais de l'ensemble de l'hôpital, concernant ces épisodes caniculaires qui, de toute façon, entraînent un afflux supplémentaire au niveau des services des urgences. Et là, c'est à déplorer. Une nouvelle fois cette année, il n'y a rien qui a été préparé de concret au niveau des services des urgences. Voilà, on n'a toujours pas compris qu'il fallait mettre les moyens donc en période de canicule. C'est un scénario qui se répète inlassablement chaque année. On n'arrive pas à anticiper suffisamment. Je pense que le problème des urgences, c'est moins un problème d'anticipation que de contraintes budgétaires. L'hôpital a été quand même sacrément réorganisé avec moins de personnel qui est souvent travaille sous tension. Il y avait des témoignages récemment dans le Parisien, il y avait tout un dossier sur justement ces gens qui travaillent dans les hôpitaux qui tombent dans le burn-out. Ça, c'est effectivement le vrai problème. Et si on est confronté à une situation exceptionnelle, les hôpitaux risquent malheureusement d'être débordés. Ça, c'est un problème récurrent. Oui, bien sûr. Les urgences saturées. Puis ça occupe beaucoup de l'opinion des Français. On parle souvent des déserts médicaux. Il y a tout ce débat dans les moyens dont disposent les hôpitaux et l'accès aux soins dont bénéficient les Français. On a aussi parlé de la prise en charge par le SAMU il y a peu de temps qui était saturée. C'est vrai que les Français pourraient être très regardants sur la nature de la prise en charge et la qualité de la prise en charge dans une période de saturation. Pour l'instant, on n'y est pas et il y a un plan canicule national qui a bien appris de la crise de 2003. Pour autant, un cas de saturation pourrait mettre les Français en front face à ce problème de moyens des hôpitaux. Et là, en l'occurrence, c'est un autre problème pour le ministère de la Santé.
Agnès Buzyn qui le dit, hein, la canicule elle touche près de 2/3 de la France, ça va durer encore plusieurs jours et ça va être un épisode qui continuera à être de forte intensité. Est-ce qu'on fait suffisamment? Donc est-ce qu'il faut revoir notre système un petit peu pour s'adapter à ces fortes chaleurs qui deviennent récurrentes l'été? Je voulais qu'on regarde cette illustration à l'étranger, en Espagne, à Cordoue plus précisément, avec Charles Divot. Vous allez voir là-bas, on est habitué à un thermomètre qui dépasse les 40 degrés et pourtant on arrive à s'adapter. Regardez. Passé 15 heures, lorsque le mercure dépasse déjà les 40 degrés, voici à quoi ressemble la vie en Andalousie. Des rues désertes, des terrasses vides, plus personne ne sort. Avec presque 45 degrés, c'est impossible de travailler. Il faut se reposer, alors on ouvre le magasin plus tôt et on ferme à 15 heures. Une solution anti-canicule qui implique donc un réveil très matinal. À 6 heures du matin, pour profiter des derniers instants de fraîcheur. Regarde le thermomètre, il fait déjà 26 degrés. Si on commençait plus tard, ce serait impossible. Les horaires d'été, une mesure indispensable pour ceux qui travaillent dehors, alors que déjà 2 ouvriers en Espagne sont morts suite à des coups de chaleur. Bien sûr, on boit énormément d'eau et surtout, dès qu'on rentre, on fait la sieste. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire la sieste, la ville a tout de même prévu des solutions de repli. Grâce à ces immenses toiles installées au sommet de chaque immeuble, même aux heures les plus chaudes, les grands axes restent à l'ombre. Là, je viens d'une rue en plein soleil. Et ici, en dessous de ces voiles, on respire. Enfin. De la fraîcheur à l'extérieur donc, mais aussi à l'intérieur des maisons. Toute l'architecture de ce patio est pensée pour contrer la canicule. Par rapport à la rue, on gagne au moins 5 degrés et tout ici permet d'assurer la fraîcheur. Le sol est très épais et l'eau dans la fontaine qui permet de supporter bien mieux la chaleur. Un microclimat indispensable ici jusqu'à au moins dimanche, date à laquelle les températures devraient enfin passer sous la barre fatidique des 40 degrés. Voilà, on a l'impression, c'est vrai que là-bas, ils sont plus adaptés. Est-ce qu'il faut nous aussi qu'on prévoit plus de choses pour faire face à la canicule ? De toute façon, oui, les fortes températures entraîneront obligatoirement des changements de comportement. C'est pas par hasard si en Espagne ou même dans des pays encore plus chauds, pensez au Moyen-Orient par exemple, chacun s'organise en fonction des conditions climatiques et l'humain a toujours fait ça depuis tous les temps. Le souci est que ce réchauffement climatique qui est d'ordre naturel mais accéléré par l'activité humaine, c'est sur ce point-là, qu'est-ce qu'on fait pour réduire ou en tout cas pondérer, ralentir le réchauffement climatique. Et là, c'est des enjeux qui dépassent les simples gestes citoyens ou les simples adaptations. C'est des vraies mutations, des vraies transitions énergétiques qu'il faut faire. Lutter contre le réchauffement, c'était un des piliers de cet accord de Paris dont on a beaucoup parlé. Et c'était d'ailleurs presque l'un des combats, en tout cas, d'Emmanuel Macron. On va l'écouter, le président, là-dessus. Le seuil de l'irréversible a été franchi. Ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour nos enfants. Et je veux ici vous dire que la France sera au rendez-vous. Let us face it. There is no planet B. Make our planet great again. Et si on fait le bilan, là, 2 ans et demi après, on en est où ? Ce qu'on voyait au moment de la COP21, c'est que les 3/4 des Françaises disaient intéressées par les discussions qu'il allait avoir dans le cadre du sommet. Les 3/4 des Français disaient que l'action qui a été menée contre le réchauffement climatique était insuffisante. Pour autant, et ça a été relégué au second plan assez vite, dans le cadre de la menace terroriste, notamment à la fin de l'année 2015, au moment où a lieu la COP21. Et ça reste relégué quand même derrière l'économique et le social aujourd'hui. L'environnement, c'est la 7e priorité des Français. Donc c'est assez loin dans la hiérarchie. Donc il y a le fait que le réchauffement climatique est une thématique importante et tout à fait reconnue. Maintenant, elle n'est pas encore prioritaire dans l'esprit des Français. Il y a quand même une prise de conscience chez les Français ? Certainement, oui. La maison brûle, disait déjà Chirac, il y a un moment maintenant, et tout le monde en est convaincu. On laissera aux historiens le soin de démêler ce qui n'est pas avéré à l'heure actuelle
quelle est la part de responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. C'est intéressant, mais ce n'est pas l'essentiel, car il y a réchauffement climatique. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus que M. Trump, parmi les chefs d'État, qui nie la réalité de ce réchauffement que nous vivons. Et on voit bien, bon, il a saboté autant qu'il l'a pu les résultats de la conférence COP21, et on voit bien cependant que la France, par exemple, le gouvernement français, malgré les affirmations de M. Macron, ne met pas autant d'énergie à substituer aux énergies fossiles et polluantes des énergies de remplacement non polluantes que, par exemple, la Chine. On est en retard. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Chine, il est prévu que d'ici 11 ans, plus aucun véhicule à essence n'aura l'autorisation de circuler dans les rues des villes chinoises? Est-ce qu'on en est là? Absolument pas. On est en retard. On ne fait pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, nous avons tout à l'heure évoqué les ministres. Certes, M. Hulot était le ministre le plus connu de tout le gouvernement et il était le ministre le plus populaire. Mais de concession en concession, de reculade en reculade, il ne joue pas le rôle qu'on attendait de lui. Ce n'est peut-être pas sa faute. Enfin, il est bien obligé d'obéir, ou du moins c'est ainsi qu'il voit les choses. Mais à l'heure actuelle, le gouvernement français est très en retard par rapport à la COP21, par rapport aux déclarations de M. Macron, par rapport à ce qu'on attend de lui. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous restez avec nous. On continue à parler du reste de l'actualité, notamment cette déception des associations sur la loi contre les violences sexistes et sexuelles, ou encore sur cette rixe entre Booba avec le clan Caris. On posera la question, est-ce que la sanction est juste ou pas? À tout de suite. 24 heures week-end, l'info en question, ça continue. Je voulais qu'on vienne sur ces images qui ont aussi marqué l'actualité. Ces images violentes à l'aéroport de Paris-Orly, cette rixe entre le clan Booba et le clan Caris. Les deux rappeurs ont été placés en détention provisoire cette nuit, en attendant leur procès qui a été renvoyé au 6 septembre. J'ajoute aussi que les juges de Créteil ont infligé la même mesure aux 9 autres prévenus qui escortaient les deux artistes. On va faire le point avec ce sujet de Mathilde Guénégan. Présentés en comparution immédiate hier soir, les rappeurs Booba et Caris ont été placés en détention provisoire jusqu'à leur procès renvoyé au 6 septembre. Pas question pour les juges de les laisser en liberté. Ils estiment que l'animosité entre les deux groupes rivaux est encore trop importante et les risques de pression sur les témoins sont trop élevés. Les deux hommes risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Mais du côté des avocats, on prépare déjà la défense. On se renvoie la balle pour savoir qui est à l'origine de l'incident. Violence, certes, mais violence légitime. On appelle ça de la légitime défense. On appelle ça de la violence réciproque. Quoi qu'il en soit, il s'est défendu, il a riposté à une violence complètement déchaînée, on l'a vu sur les vidéos, de Booba et ses équipiers. L'altercation démarre à l'initiative du groupe de Caris et que le groupe de Booba d'abord a cherché à se défendre, à disperser le groupe et à réagir aux coups de bouteilles, au lancement de bouteilles qu'ils ont subis. Mercredi après-midi, alors que les deux rappeurs allaient embarquer à l'aéroport d'Orly, accompagnés de leurs gardes rapprochés, une bagarre éclate entre Booba et son ancien protégé, Caris. Les autres passagers médusés filment la scène. Des images impressionnantes qui circulent rapidement sur les réseaux sociaux. Résultat de l'altercation, des vols retardés, un hall temporairement fermé et près de 54 000 € de dégâts pour la boutique Duty Free. Au total, ce sont 3 plaintes qui ont été déposées. C'est juste lamentable, il faut arrêter. Moi, je suis rappeur et franchement, c'est pas l'image que j'ai envie d'avoir du rap. Une image ternie par cette affaire qui implique 2 poids lourds du rap français. D'un côté, Booba, le businessman, l'artiste aux plus de 2 millions d'albums vendus. De l'autre côté, Caris, l'étoile montante. Jusque-là, leur clash s'était limité à des joutes verbales par chansons interposées ou sur les réseaux sociaux. Voilà, détention provisoire donc pour les deux rappeurs avant le procès, donc le 6 septembre prochain. C'est une sanction qui vous semble juste ? Oui. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire, parce que si le juge avait estimé de pouvoir les remettre en liberté, il était fort à craindre que les deux auraient fanfaronné, auraient fait les malins en disant « Oh, ben, la justice, voyez ». Et donc, ils ont pris une décision et elle est dure pour les deux, mais au regard des faits commis, franchement, on ne va pas les plaindre. Dominique Jamais. Les artistes, je veux bien, je n'en disconviens pas, ce n'est pas le moment d'en discuter.
Mais c'est un comportement de voyou, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ces artistes qui ne se déplacent pas sans l'accompagnement d'une demi-douzaine chacun de gros bras, de gardes du corps, de gens qui sont là pour la bagarre, de poids lourds, etc. Il ne faut pas sous-estimer, ni surévaluer, naturellement, il ne faut pas sous-estimer cet incident. Si on le prenait à la rigolade, on dirait, oh bah oui, ils sont un peu retardés, évidemment, ils ont 40 ans. Mais c'est une bagarre de cours de récréation. Mais ça ressemble quand même, on est à mi-chemin entre la bagarre de cours de récréation et le règlement de en tout gangster. Non, il faut absolument mettre un terme à ce genre de choses. Et vous savez, j'ai vu sur je ne sais plus quel réseau social le commentaire d'un anonyme qui, une personne non connue, qui disait: est-ce qu'ils se rendent compte de l'image qu'ils donnent des petits gars venus de la banlieue qui réussissent? Est-ce qu'ils se rendent compte du tort qu'ils font au milieu d'où ils sont sortis? Ils sont complètement irresponsables. Il n'est pas mauvais qu'ils aient un peu de temps pour réfléchir. Est-ce qu'ils payent un peu leur image de bad boy? Ils servent un peu d'exemple là, avec cette sanction? Alors la sanction, elle est évidemment, puisque les juges sont aussi des citoyens qui ont vu ces images, ils sont évidemment influencés par la médiatisation de ces affaires et ils ont sans doute d'ailleurs payé avec la sévérité de la sanction qui était d'ailleurs tout à fait légitime et méritée, cette médiatisation de cette affaire. En revanche, moi je crois que plus qu'artiste d'ailleurs, moi je appelle ça un comportement de sauvage et ce comportement de sauvage, moi je crois que c'est une opération de marketing qui les sert, c'est-à-dire que c'est une image de bad boy qui est renforcée, les deux clans ont été consolidés. On voit le nombre d'échanges exploser sur les réseaux sociaux, chacun revendiquant la victoire de son leader. Et tout cela, ça sert leurs intérêts. Ce sont des cyniques d'abord, ni artistes ni racailles. Au fond, ce sont d'abord des cyniques. Des cyniques qui font du marketing. C'est une opération qui évidemment ne relève rien du hasard puisque d'ailleurs l'un des deux ne voyageait pas et donc tout cela sert leurs intérêts. Ça va évidemment travailler leur notoriété, leur visibilité et ça sert leurs intérêts mais au détriment de leur profession puisqu'on voit là qu'ils n'ont rien de poète. Ce sont au fond des gens qui veulent renforcer leur image de bad boy pour faire vendre et revendiquer le leadership de leur secteur du rap français. Donc vous pensez que tout ça c'était complètement calculé? Mais tout cela, juste pour faire parler d'eux sur le buzz. Mais je sais qu'en revanche, ça sert leurs intérêts marketing, que ça va générer du buzz et du vu, et que tout cela, ça augmente leur rémunération. Et donc, tous ces gens ont mis en danger les gens qui étaient autour d'eux pour renforcer leur leadership sur le secteur du rap français, au détriment et au mépris absolu de tout le secteur du rap français. Et ça, c'est absolument lamentable. Oui, Booba, notamment, a construit sa carrière de rappeur à coups de clash répétitifs. Alors, aujourd'hui, c'est Caris, mais il a démarré avec Rof, qui était un autre rappeur, et ça a été très loin, parce que ça commençait par des clashs, des insultes, etc. sur les réseaux sociaux, jusqu'à une bagarre dans le magasin de l'un des deux, où là aussi il y a eu des interpellations et des suites en justice. Ça a quand même laissé quelqu'un sur le carreau. Il y a quelqu'un qui est resté dans le coma à l'issue de ce premier affrontement, qui aurait dû servir de leçon. On ne peut pas impunément aller tabasser des gens, tout cela pour renforcer son image de grand gangster. La République, elle doit montrer à ces gens qu'il y a des limites, des lignes jaunes à ne pas franchir. Et en cela, cette décision de justice est tout à fait méritée. Coup de com' pour vous, mais qui les mène quand même en prison. Peut-être qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Mais je pense que c'est pour eux, ça a valeur de diplôme, ça a valeur d'insigne, parce qu'ils ont une communauté aussi qui les suit. Pour justement les paroles violentes globalement qu'ils ont. Tous les rappeurs n'ont pas des paroles violentes. D'ailleurs, ils ternissent aussi... Ils ternissent l'image du rap. Clairement, mais ils font partie de cette section hardcore du rap qui s'est construite sur la violence. À l'exemple des rappeurs américains qui, pareil, viennent de gangs. Il y en a encore un qui s'est fait tuer il y a quelques mois aux États-Unis pour des sombres histoires de magouilles. Et Booba est clairement l'incarnation en France de ça, parce qu'après Rof, il s'est pris la tête avec un autre rappeur qui s'appelle justement Cynique. Alors lui a su en rester au stade des insultes sur les réseaux sociaux. Et puis après, Caris, qui était un protégé de Booba au début, qui a été lancé, s'est mis à le défier en disant d'ailleurs, pour l'instant, tu es encore numéro 1, mais bientôt, ça sera moi. Et ils sont à coups de joutes comme ça. C'est la culture de ce rap hardcore qui ressemble effectivement à de la bagarre de rue, à du comportement de voyou. C'est un petit peu, si j'ose la comparaison, les blousons noirs des années 60, où on se battait entre bandes, et puis de temps en temps, il y en avait un qui était connu et qui faisait son beurre là-dessus. Dominique Jamais. Ou West Side Story, tout simplement. Mais c'est une dérive à la jamaïcaine, et l'on peut supposer quand même qu'ils ont été enhardis ou encouragés par le peu de sanctions ou l'insuffisance des sanctions pour leurs précédents exploits. Là, il était vraiment nécessaire de marquer le coup avant la prochaine fois, avant que ce soit pire.
Ils sont supposés en plus se donner l'exemple, c'est ce qu'on disait, il faut savoir qu'il y a toute une génération derrière qui les suit. C'est dangereux aussi d'avoir ce comportement-là quand on est un artiste connu dans le milieu. Ce qu'on observe là, c'est que vraisemblablement la mise en détention des protagonistes, ça aura vraisemblablement les faveurs des Français, parce qu'il y a un tel débordement de violence affiché médiatiquement que une clémence aurait été peu comprise par les Français. Pour autant, quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui remonte beaucoup, c'est une critique de la justice des fans de musique rap qui disent que finalement, est-ce que la justice n'est pas expéditive pour traiter ce cas-là, alors qu'il y a des cas qu'elle gère moins vite. Alors ça touche une minorité de population qui nécessairement s'estime lésée, mais voilà, il y a cette petite musique-là. Pour autant, on peut imaginer que la grande majorité des Français jugent cette fermeté avec bienveillance. Vous le disiez, c'est pour faire du buzz, mais on imagine que les maisons de disques, elles n'apprécient pas trop. Non, À la vérité, les producteurs ont beaucoup encouragé la multiplication des clashs ces dernières années. Malheureusement pour eux, la télé-réalité a mieux fonctionné en production de clash que leurs rappeurs, qui étaient leurs petits protégés générateurs de revenus. Et au fond, drogués par les audiences potentielles des anciens clashs, ils ont tout à fait encouragé la situation qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que, et c'est bien fait, ils le payent aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui leur cœur de business, c'est-à-dire l'organisation des événements musicaux qui sont mis en danger, et ils mesurent mieux la conséquence de leur incitation. Mais c'est complètement cynique, ouais. C'est l'ambivalence de certaines maisons de disques. Encore une fois, toutes ne promeuvent pas cette attitude. Ça, ce n'est représentatif que d'un type de rap, mais qui rapporte, parce que Booba, c'est pas quelqu'un qui est fauché. Et les maisons de disques derrière, oui, effectivement, il y a un regard assez mercantile. Alors, elles n'encouragent pas explicitement forcément, mais elles laissent libre cours. C'est un positionnement qui marche auprès d'une cible. Et puis, tant que ça reste des clashs sur les réseaux sociaux ou dans les émissions de radio spécialisées aussi rap, notamment sur Skyrock, voilà. Et puis après, on aboutit à des débordements complètement surréalistes. Allez, je voulais qu'on s'arrête sur une autre actualité, sur la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Elle a été adoptée mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Marlène Schiappa s'en félicite, mais les associations de protection de l'enfance, elles se disent déçues. On est en direct avec Caroline Raymond, avocate de l'association L'Enfant Bleu. C'est une association de soutien aux enfants victimes de maltraitance. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Pourquoi, selon vous, le texte ne va pas assez loin ? Je vous en prie, merci. Alors effectivement, selon nous, association L'Enfant Bleu, mais également l'ensemble des associations de protection de l'enfance qui se sont réunies en collectif, non pas simplement déçus, mais nous sommes très en colère. Aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement nous a complètement baladés sur cette loi Schiappa. Nous avons été reçus à de multiples reprises par Marlène Schiappa, qui a certes supprimé l'article 2 en son alinéa 1 que nous souhaitions de nos voeux, qui n'avait aucune place dans ce texte sur l'atteinte sexuelle commise sans violence, menace ou surprise, mais par pénétration. Elle l'a enlevé. En revanche, elle a finalement fait passer cette loi après commission mixte paritaire et après adoption de l'Assemblée nationale en catimini dans la nuit du 2 au 3 août, sans nous en avertir bien évidemment, et en reprenant l'intégralité de ce qu'elle avait prévu auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation non pas qui va vers un sens d'amélioration de protection de l'enfance, mais dans un sens de régression. Tout simplement parce que aujourd'hui, des affaires qui ont d'ailleurs été à l'origine de cette loi, comme l'affaire de Meaux, comme l'affaire de Pontoise, où des mineurs de 11 ans ont pu être considérés par les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, comme étant consentants à un acte sexuel. Aujourd'hui, rien n'a changé. Donc nous sommes évidemment très choqués, très en colère que cette loi soit passée, alors que nous avons été entendus, auditionnés par Marlène Schiappa, qui n'a tenu aucun compte de nos observations. Qu'on comprenne bien, ce qui vous indigne, c'est la disparition de la présomption de non-consentement des moins de 15 ans, ce qui veut donc dire qu'en cas de viol, la victime va devoir continuer à prouver qu'il y a eu violence, qu'il y a eu menace, c'est ça ?
Alors effectivement, ce qui nous indigne, c'est non seulement ça, mais c'est la réécriture du texte. Effectivement, nous étions association de protection de l'enfance, dont l'Enfant Bleu, évidemment que je représente ce soir. Nous étions en faveur depuis le départ d'une présomption de non-consentement qui n'aurait pas été retoquée par le Conseil constitutionnel, puisque nous laissions évidemment la place à la présomption d'innocence, qui est un fondement principal de notre droit pénal. Nous souhaitions une présomption simple de non-consentement où il y avait simplement un renversement de la charge de la preuve. Non seulement ce renversement de la charge de la preuve n'est à aucun moment invoqué dans cette loi, qui pourtant faisait l'objet d'une mesure phare, mais en outre, la loi actuelle votée mercredi fait que l'enfant victime aujourd'hui va devoir prouver non seulement ce qu'il devait déjà prouver avant, c'est-à-dire qu'il a été violé ou agressé sexuellement par l'un des 4 animalcules qui étaient déjà prévus par le code pénal, c'est-à-dire la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, mais en outre, et là c'est très très grave, il devra en outre, cet enfant victime, prouver qu'il a été abusé dans sa vulnérabilité et que son discernement a été altéré. Merci beaucoup. Je vous lis le texte, il faut bien comprendre, sur les mineurs de 15 ans, aujourd'hui la loi votée par le gouvernement décide que lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise, deux de ces adminicules qui excluent d'ailleurs la violence et la menace, qui auraient pu être intégrés dans ce texte, sont caractérisés par l'abus de vulnérabilité de la victime. Merci beaucoup, Maître Caroline Raymond. Discernement nécessaire pour ces actes. Merci beaucoup. Merci Caroline Raymond d'avoir répondu à nos questions sur LCI. Petit tour de table en plateau. Vous comprenez l'indignation de ces associations ? Là, on a quand même l'exemple parfait d'ailleurs du débat remporté par les juristes contre le bon sens. On a une ministre qui est restée prisonnière du juridicisme de ses conseillers juridiques au détriment du bon sens même de cette loi. Et donc la communication et la raison d'être de ce texte ont été complètement battues en brèche par ce détail qui est essentiel et qui casse la raison d'être et l'ADN même de ce texte. Donc pour vous, c'est un rendez-vous manqué, c'est comme ça qu'on a intitulé ce chapitre ? C'est même une faute majeure de la ministre qui aurait dû entendre que, au fond, cela allait poser une difficulté évidente. Écoutez, je suis absolument consterné. C'est une juriste qui intervient. Elle a d'ailleurs fait allusion à la décision du Conseil constitutionnel et on croirait entendre Madame Michu. On cherche une querelle d'Allemands au législateur qui n'est absolument pas justifiée. De quoi s'agit-il ? D'une loi qui, comme on le sait, du plus petit au plus gros, aggrave la répression contre les violences sexistes et sexuelles. Cette loi va même tellement loin, entre parenthèses, n'est-ce pas, que désormais un regard appuyé sera pénalisé. Non, on va l'écouter, Marlène Schiappa, là-dessus, d'ailleurs. Merci. Ben, j'en suis ravi. Mais elle dit que c'est pas le cas, quand même. Tant mieux, parce que ça allait tellement loin. Bon, mais Madame Raymond veut ignorer que la décision du Conseil constitutionnel a été prise en vertu du principe de présomption d'innocence qu'elle a rappelé, qui est un principe fondamental de la justice. La loi aggrave naturellement la répression de tous les viols, pour les appeler par leur nom, et a fortiori quand ils concernent des enfants. Elle ne présume nullement qu'il y ait consentement des enfants, mais simplement elle n'a pas inscrit dans le texte législatif que, à tous les coups, le coupable présumé d'un tel viol serait condamné, parce qu'il reste à savoir encore s'il est coupable, c'est tout. Parce qu'il y avait eu ces histoires qui avaient beaucoup choqué l'opinion publique, ces hommes de 28 et 30 ans qui avaient échappé à des poursuites de viol après avoir eu des relations sexuelles avec des filles de 11 ans. C'est un débat dont j'aimerais que nous l'ayons un jour, qui est extrêmement complexe. Dans l'affaire de Pontoise, effectivement, l'opinion avait été effarée et il semble que c'était à juste titre. Mais d'autre part, la tendance actuelle est d'ignorer qu'il peut y avoir des désirs sexuels, des besoins sexuels, non pas à 11 ans ou à 5 ans, mais à 13 ans ou à 15 ans. Et c'est ce que l'on voit tous les jours en Afrique, en Asie, etc. La question n'est pas simple. Mais pour nous limiter à la loi dont il est question,
Il s'agit simplement de respecter le principe sacré de la présomption d'innocence et cela ne préjuge nullement de la relaxe ou de l'acquittement des gens qui violeraient des enfants. Moi, je ne partage pas du tout ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, je trouve ça choquant. Par ailleurs, je trouve que ni à 11 ans ni à 13 ans, il y ait cette notion de désir sexuel. Et je trouve encore plus choquant qu'on régionalise l'Asie ou l'Afrique et qu'on le mette en lien avec l'âge et le désir sexuel. Je trouve ça particulièrement choquant et je tenais à le souligner. Mais cher monsieur, que vous trouviez cela choquant, c'est une chose. Mais que ce soit un fait, c'en est une autre. C'est Madame Michu qui revient sur ce plateau. Olivier Simelière. Alors, on va essayer de ne pas faire Madame Michu. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ait été, au final, que dans du débat technico-juridique, en perdant de vue quand même la protection de l'enfance. Et cette notion de consentement, pas consentement, j'entends bien qu'il y ait des points de droit et qu'il faille s'attacher à la présomption d'innocence. Ça me semble là-dessus fondamental de le respecter. Maintenant, moi, je suis père d'une jeune fille de 11 ans. Évidemment, un psychologue vous dira que, d'ailleurs, même au stade bébé, on a, en tant qu'être humain, des désirs sexuels. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est consentant. Il peut se produire certains cas de figure exceptionnels où, en effet, pour X raisons, l'enfant accepterait. Mais je trouve qu'on n'a pas été assez loin dans la protection des enfants. Les violences sur enfants, ça quand même continue à augmenter en France, c'est très fort. Et c'est un petit peu dommage que ça soit réduit à des débats d'experts juridiques et voilà, qui tripotent leur code pénal et qui oublient finalement qu'il y a des êtres humains et des êtres en devenir. Du point de vue de la communication, on a à la fois abîmé l'intention politique et raté un rendez-vous avec l'opinion. Oui, c'est ça, c'est un rendez-vous manqué en matière de dialogue social, c'est-à-dire qu'on a un acteur intermédiaire. Attendez, pas tous en même temps. Allez-y. Juste 2 secondes, c'est juste, il y a un acteur intermédiaire qui a le sentiment de ne pas avoir été entendu dans le projet de loi, mais il y avait eu le même quoi qu'avec le projet Borloo pour les banlieues. Mais c'est vrai que du coup, ce que ça donne comme impression, c'est finalement que la loi n'est pas aussi puissante qu'elle aurait dû ou qu'elle aurait pu l'être, et du coup, ça laisse un sentiment d'inachevé qui est un peu dommage sur ce projet autour duquel les attentes sont importantes. Dominique, j'avais quelque chose. Il est tout simplement paradoxal qu'une loi qui affirme et aggrave la condamnation des délits d'ordre sexuel soit perçue comme une loi qui atténuerait la répression. Bon. Je ne comprends pas très bien. En tout cas, dans cette loi, il y a aussi d'autres points, notamment, vous l'avez évoqué, la répression du harcèlement sexuel. On a tous vu cette vidéo choquante de cette jeune femme dans le 19e arrondissement de Paris qui se fait gifler parce qu'elle a osé dire ta gueule à quelqu'un qui l'importunait. C'est tombé au moment donc, où on a voulu renforcer la répression de ce harcèlement sexuel. Et je voulais qu'on écoute Marlène Schiappa là-dessus parce que vous le disiez, un clin d'œil pourrait mener à une amende. Ce n'est pas tout à fait le cas. Elle nous donne quelques précisions là-dessus, la ministre. Un regard insistant ou pas ne vaudra pas d'amende, ce n'est pas vrai. Cette information, je pense qu'elle vient d'un certain nombre de débats qui ont pu avoir lieu précédemment sur la question du harcèlement de rue. Nous disons dans la loi, il n'est pas fait mention de regard appuyé. Il est fait mention de ce qui crée une situation manifestement dégradante, humiliante, intimidante pour les femmes. Le harcèlement de rue, c'est pas de la séduction. Le harcèlement de rue, c'est quoi? C'est suivre une femme pendant 1, 2, 3, 4, 5 rues. Eh bien, c'est rentrer dans son espace intime, la suivre, lui demander 40 fois son numéro de téléphone. C'est cela, le harcèlement de rue. Ce n'est pas faire un compliment gentiment ou regarder quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est aussi la question qui se pose. C'est la question de la mise en application de ce harcèlement. C'est ça qui va poser problème. C'est ce qui est très difficile. On réalise, à l'Institut BVA, beaucoup d'études sur le sexisme, et notamment le sexisme en entreprise. Et c'est vrai que lutter contre le sexisme, pour que ce soit efficace, c'est lutter contre le sexisme ordinaire. Mais du coup, ça devient très compliqué parce que le sexisme ordinaire, c'est celui qui est le plus difficile à qualifier, c'est celui qui est le plus dur à objectiver. Et du coup, là, on se retrouve dans des cas qui sont peu objectivables ou peu facilement objectivables. Est-ce qu'il m'a harcelé parce qu'il m'a demandé 3 fois un numéro de téléphone? Il n'y a pas de policier qui est présent et on a l'impression d'un flou, alors que c'est cette question de là où est la ligne jaune sur laquelle il faut éduquer l'opinion et il faut montrer qu'il y a des choses qui font partie de l'ordinaire aujourd'hui, qui sont inacceptables demain, mais c'est tout l'ampleur de la tâche, sans donner l'impression qu'on court après des choses qui sont des peccadilles et en étant relativement pédagogique
pour objectiver des faits qui relèvent de ces violences sexuelles et sexistes. Je crois que vous avez prononcé les mots clés. Il y a la loi d'un côté, effectivement, qui cherche à définir un périmètre de ce qui est admissible du non admissible. Mais après, le travail de fond, et c'est avant tout éducation, pédagogie. Et ça passe par les écoles, justement, que les garçons et filles, peut-être plus les garçons, parce que ce sont plus souvent ceux-là qui commettent ce genre de harcèlement, eh bien comprennent qu'on ne se comporte pas comme ça. Et ça, il n'y a que l'éducation qui peut y arriver. Et après, effectivement, si vraiment la personne outrepasse, il y aura sanction. On parlait tout à l'heure des ministres qui sont un peu sortis du lot. Est-ce que Marlène Schiappa en fait partie? On l'a vu pour le coup très présente cette année, Marlène Schiappa. Elle a été très présente, elle a eu raison de l'être d'ailleurs. Elle a aussi commis quelques maladresses qui ont coûté cher à Édouard Philippe, comme l'envoi de son livre par son cabinet sur un fichier qui était à la disposition du ministère et pas à sa disposition à elle, pour une opération donc personnelle. Elle a su rebondir et elle a très bien réagi à ces images qui sont tout à fait inacceptables. Il y a un enjeu de communication intéressant ici, qu'Olivier pourra aussi commenter, puisqu'il est un communicant habile. Je pense que c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a quand même une difficulté là, c'est que tous ces ministres, ils sont victimes, dès qu'ils portent un projet comme celui-là, de fake news. Ce qui est son cas à elle. Tous les beaufs s'organisent pour lutter contre ce qui est mis en avant, contre ce harcèlement par ces ministres. Et c'est un vrai enjeu de communication, notamment sur les réseaux sociaux. On voit tout et n'importe quoi, c'est relayé partout. Et c'est un des gros enjeux de communication publique. L'histoire du fake news était l'histoire du regard appuyé était précisément une fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux parce que Marlène Schiappa a beaucoup d'opposants et pas parmi les plus fins. À charge, je dirais que Marlène Schiappa parfois coupe court aussi au débat et a tendance aussi à être un peu binaire dans ses rapports. Et du coup, ça clive énormément. Alors, ça a eu le mérite pour elle de la faire vraiment connaître, parce que c'est quelqu'un qui a de la verve, qui explique bien et tout. Mais parfois, c'est un petit peu léger. Et c'est vraiment là où je suis partagé sur cette ministre. Tout comme quand elle défend le gouvernement, c'est plus que bon élève, quoi. Elle en fait des tartines. Bien sûr qu'il y a un devoir de solidarité, mais enfin, on n'est peut-être pas obligé d'en faire des tonnes. Elle est populaire, Marlène Schiappa? Elle est populaire auprès des sympathisants de La République En Marche. Elle fait partie des 10 personnalités politiques qui ont une cote de popularité au-delà des 50% auprès des sympathisants de La République En Marche. Elle est juste à 50%. Elle est beaucoup moins populaire auprès des sympathisants de la gauche et de la droite. Elle fait surtout, pour l'instant, recette, elle est surtout créditée auprès des sympathisants de La République En Marche. Elle s'inscrit bien en ça dans le projet macronien. Et voilà, donc pour la suite, on verra ensuite si ça répond aux attentes des sympathisants de la gauche et ça lui permettrait de progresser auprès des sympathisants de... Merci beaucoup à tous les quatre. Je suis désolée, Dominique Jamais. Je dirais simplement qu'elle est très populaire auprès d'Emmanuel Macron. D'accord, ok. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous voir ce samedi soir. Vous restez avec nous. L'information continue avec un nouveau journal de Julien Domel.